France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce lundi, nous sommes le 20 janvier. Sibeth Ndiaye a déclaré si provoquer de la violence c'est faire des réformes pour lesquelles on a été élu. Ça, je l'assume. Doit-on y voir un mépris à l'égard des grévistes? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Vous pourrez nous appeler dans un instant 01 40 33 9000 pour en parler avec nous. Mehdi Chebaiki et Gamal Abina qui fait son retour aujourd'hui. La Hamara pour les personnes à mobilité réduite, c'est possible. On en parlera tout à l'heure avec nos invités Farid Aït-Warab et Sherifa Sema qui seront avec nous dans quelques instants. Le franco-marocain Mohamed Moussaoui est le nouveau président du CFCM. Première élection en exclusivité pour le LGF et France Maghreb 2 au micro de Tarek Mami tout à l'heure dans cette émission. Municipal 2020, il viendra passer son entretien d'admission. Fawzi Gelil, il est candidat à Duny en région parisienne. Et le quiz actu avec des cadeaux à gagner. On vous offrira un hijab pour vous mesdames aujourd'hui, offert par Sindid, la marque Sindid qui va offrir des vêtements tout au long de cette semaine pour les auditrices, auditeurs. Il suffira tout simplement de nous envoyer un SMS. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire maintenant. Vous tapez FM2, votre prénom, numéro de téléphone et ville, et on vous rappellera en fin d'émission pour que vous puissiez vous envoyer le tout évidemment au 7 20 18. On vous rappellera en fin d'émission pour que vous puissiez parier sur le vainqueur du quiz entre Mehdi Chebaiki donc et Gamal Abina. Nom, prénom FM2, nom, prénom, numéro de téléphone, le tout à envoyer au 7 20 18. Bonne chance évidemment et rendez-vous tout à l'heure en fin d'émission. Merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est lundi. Et oui, c'est pas le jour de ravioli, c'est le jour de Abina. Comment ça va mon Gamal? Ça va très bien. Comment? Dis donc, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ah bah les vacances c'est les vacances hein. Bonne année. Merci, bonne année, bonne santé à vous, à toi et à toute l'équipe. Oui, bah écoute, je te présente Mehdi Chebaiki de Lyon. Tu connais? Ah, j'ai entendu parler de ce type-là, il serait pas fiché S par hasard. Ah bah probablement. Tu sais, on est S tous... comme super-héros hein, pas comme... Ah d'accord, oh, bien joué, bien joué. Voilà. Le super-héros de Lyonnais, comment ça va? Ça va très bien, je suis fiché Z, DZ. DZ. Oh. Yes. Bon. Alors les gars, vous savez que tout à l'heure vous allez vous affronter au quiz, nouvelle version quiz actu, hein, c'est très simple, vous allez voir, c'est sympa. Et surtout les auditeurs ont la possibilité maintenant de gagner des cadeaux grâce à la marque Sindid, c'est alors une marque de vêtements islamiques mais pas seulement, et c'est super moderne et urbain. Et aujourd'hui comme premier cadeau, ça va s'adresser pour vous mesdemoiselles, mesdames, j'ai un hijab noir, beau hijab noir de taille S à vous offrir. Comment faire? Eh bien, vous envoyez tout de suite votre SMS. Vous tapez FM2 comme France Maghreb 2. Jusque-là, tout va bien. Votre prénom, votre ville et numéro de téléphone. Vous envoyez le tout au 7 20 18 et on sélectionnera un des participants et on l'appellera tout à l'heure en fin d'émission. Sa mission, ça sera de parier sur le vainqueur du quiz. Et si vous avez bon, il est pour vous le hijab. Messieurs, vous avez intérêt d'être bon. On va faire ce qu'on peut. Bon, très bien. Bon, est-ce que le Gamal ça va, il est fatigué, il est bien, il est parti pour tout déchirer cette année? Mais il est tranquille, il revient 2 semaines de vacances à 20 degrés, reposé, requinqué, reboosté, j'ai évité le froid, je suis content et maintenant on redémarre. Bon bah c'est parfait, très bien. Eh bien nous voilà ravis, mon cher Gamal. C'est parti donc jusque 18h avec et au programme. Tout à l'heure, on recevra, on parlera de la Ramala. Vous savez que la Ramala aussi c'est réservé aussi aux personnes à mobilité réduite. Et heureusement qu'il y a des gens qui se mobilisent et qui font en sorte que des gens justement handicapés puissent aller faire la Ramala. Et on recevra Farid Aït-Warab qui sera avec nous tout à l'heure, ainsi que Sherifa Assa pour nous parler de l'organisation donc de cette Ramala pour les personnes à mobilité réduite. Le CFCM, messieurs, sachez-le, a un nouveau président depuis hier. Il s'appelle Mohamed Moussaoui. Il a déjà été dans le passé, il est donc reconduit, il a été réélu. Alors, dans une élection un peu particulière, puisque son adversaire, qui n'est autre que le nouveau recteur de la mosquée de Paris, s'est retiré à la dernière minute. Donc il était seul en fait à se présenter, donc il a été élu, plutôt bien élu d'ailleurs. Donc le nouveau patron, le nouveau président du CFCM qu'a rencontré Tarek Mami, c'était hier à la mosquée de Paris. On écoutera cet entretien tout à l'heure. Et puis dans le cadre des municipales 2020, l'entretien d'admission tous les jours sur France Maghreb 2, on reçoit des candidats. On voyage aussi dans différentes villes. Aujourd'hui, on va à Duny. Ah, je suis sûr que Mehdi, il connaît pas Duny. Non, là tu me l'apprends là. C'est en France? Ah oui, c'est en France. C'est très proche de Paris. On va dire que c'est à proximité de Saint-Denis, quoi. Oui, c'est pas loin. Du Voilà. côté de
Du Bourget. Du Bourget, voilà, c'est très proche du Bourget, exactement. Je crois même d'ailleurs que ça fait partie du Bourget. Hein. C'est limitrophe, absolument. Voilà. En tout cas, Fawzi Guelid qui sera avec nous tout à l'heure, candidat pour cette élection municipale 2020 à 17h30 pour passer son entretien d'admission. Mais avant toute chose, messieurs, je vous propose d'écouter ceci en guise de sujet à la une. Cela concerne la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Si provoquer de la violence, c'est en fait faire les réformes pour lesquelles vous avez été élu, alors ça, de ce point de vue-là, je peux l'assumer. Je peux assumer qu'il y a eu des engagements de la part du président de la République, de la part des députés LREM quand ils ont été élus, de la part des députés MoDem quand ils ont été élus, qui forment aujourd'hui le cœur de la majorité présidentielle, et que c'est sur la base de ces engagements-là que nous nous présentons devant nos concitoyens pour mener des réformes. Et nous sommes toujours dans le dialogue. Toujours dans le dialogue pour Madame Sibeth Ndiaye, d'où cette question que je vous pose aujourd'hui. Sibeth Ndiaye, donc, qui a déclaré si provoquer de la violence, c'est faire des réformes pour lesquelles on a été élu. Ça, je l'assume. Doit-on y voir un mépris à l'égard des grévistes, messieurs? C'est la question que je vous pose, mon Mehdi. Est-ce que c'est du mépris pour les grévistes, ce que déclare la porte-parole du gouvernement? Mehdi? Qu'est-ce qu'il est? Il est déjà parti, Mehdi. Bon, il est là. Non, il est de retour. Mehdi, tu m'entends? Peut-être qu'il fait grève. Bah, il fait grève. Voilà, ça y est, il refait grève. Ça, les mecs de la SNCF, on peut pas leur faire confiance, tu vois, c'est comme ça. Mehdi Chebaiki. Non, il est là, mais il y a un petit problème technique. Oui, il y a un petit problème technique. Bon, alors Mehdi Chebaiki, je repose ma question par rapport à Madame Sibeth Ndiaye. Qui a déclaré donc si provoquer de la violence, c'est faire des réformes pour les réformes pour lesquelles on a été élu, ça je l'assume. Doit-on y voir un mépris à l'égard des grévistes? C'est la question que je vous pose, Monsieur Chebaiki. Est-ce que tu peux répéter? Il y a encore eu un petit souci, on a beaucoup de coupures là. Hein. Ah bon, bah dites donc, je sais pas ce qui se passe. Alors Madame Sibeth Ndiaye, donc qui déclare en fait si c'est faire de la violence que de faire les réformes pour lesquelles on a été élu, je l'assume. Est-ce que c'est du mépris pour les grévistes? C'est pas du mépris pour les grévistes, c'est du mépris pour les Français. Si Madame Sibeth Ndiaye et ce gouvernement pensent qu'ils ont été élus, déjà, il faut voir comment ils ont été élus, par qui, quel est le pourcentage de Français qui a voté pour eux. Alors, je ne remets pas en cause le jeu électoral, hein. Il est ainsi fait que si on a 10% des votants et qu'on passe au deuxième tour, c'est ainsi on gagne, on est président. Mais elle oublie simplement qu'ils sont présidents de tous les Français. Là, elle assume visiblement le fait que les décisions gouvernementales soient à la source de violence. Mais dans ce cas-là, on ne doit pas être porte-parole du gouvernement, je suis désolé. On ne peut pas être porte-parole d'un gouvernement et dire des choses pareilles. Ou alors, c'est simplement assumer que oui, on est là pour taper pour les Français qui sont pas d'accord avec nous. En gros, je traduis bêtement, mais c'est ce qu'elle dit. On va cogner sur les Français et on l'assume pleinement s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait. Donc là, il y a vraiment un gros problème. Au-delà de la communication, c'est pas un problème de communication, c'est vraiment un problème de logiciel politique. On est face à un gouvernement qui assume la violence, qui la revendiquerait presque, parce qu'il y avait un peu de, j'ai senti une certaine forme, j'irais pas jusqu'à dire de jouissance, mais lorsqu'elle a dit ça, c'était sur un ton un peu léger, avec toutes les personnes qui se retrouvent actuellement blessées à l'hôpital, il y a eu des morts, parce qu'on va remonter jusqu'aux gilets jaunes, hein, on va pas parler simplement des grèves, on va remonter jusqu'à l'époque des gilets jaunes, il y a quand même eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui ont été éborgnés, d'autres qui ont été estropiés. Et puis elle, sur un plateau de télévision, vient nous dire qu'elle assume tout cela. Donc là, vraiment, il y a un gros problème de fond. Gamal, est-ce que tu partages Oui, mais Mehdi, ça coupe pas mal. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Si tu dois pas avoir une très très bonne Wi-Fi à la SNCF, hein. Que finalement, depuis Castaner, on a à peu près le même. Oui, ça coupe, mon cher Mehdi. Alors le temps qu'on rétablisse peut-être une liaison, mon cher Gamal, que penses-tu de cette déclaration de Madame la porte-parole du gouvernement?
Bon, ce que dit Mehdi est très juste. D'abord, quand on est élu par à peu près 10 à maximum 20% des Français, il faut se poser la question de la légitimité, ce que je questionne toujours. Ensuite, surtout, ce qui est amusant dans la formulation, et je la trouve extrêmement maladroite, mais c'est pas la première maladresse, c'est qu'elle parle d'un côté de passage en force, qui n'a pas été un mensonge de la part de M. Macron. Il a bien dit que le 49.3 serait son arme privilégiée, donc il passe en force. Il n'y a pas de négociation. Elle parle de rapport de violence, donc c'est légitimer une violence d'État qui est quand même très, très discutable dans une démocratie. Et surtout, elle dit à la fin, nous sommes ouverts au débat. Donc, on n'est pas ouvert au débat quand on passe en force. On n'est pas ouvert au débat quand on parle de violence. Je vois pas le rapport entre violence et discussion. On ne discute pas dans la violence. Là, il y a un rapport de force qui est déséquilibré. Il y a la force publique qui est très puissante. Il y a la force des manifestants qui est très faible. Je suis pas forcément hyper favorable à certains grévistes, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont l'expression d'un malaise général, je pense, et que ce genre de réponse a au moins une teinte de mépris, parce que maintenant ils sont sûrs d'être très forts vu qu'ils ont écrasé littéralement le mouvement des Gilets jaunes, et au pire, un rapport vraiment d'oukase à la soviète, à savoir, nous avons raison, vous avez tort, vous avez rien à dire, on ne discute pas. Et là, il y a un vrai problème, parce que finalement les Français, pour le prendre dans l'ensemble des Français qui subissent violemment cette pression sociale, ces surtaxations, ces réductions de pouvoir d'achat, et maintenant on va toucher à leur pouvoir d'achat en termes de, quand même, il faut se rappeler comme de retraités. Parce que moi je pleure pas pour les retraites de la SNCF ou de la RATP. Qu'on mette ça à niveau, je peux le comprendre. Je pleure pour les retraités qui ont des retraites à 300, 400 euros par mois, qui étaient dans le privé, et qui ne bénéficieront de rien. Je pleure pour les conventions, enfin, les contrats de conversion. Non, mais retraite à 300, 400 euros, si t'as travaillé là toute ta vie, c'est juste pas possible, Gamal. Mais c'est vrai. Comment ça, non? Il suffit, Comment ça, c'est vrai? J'ai connu ça à titre personnel, dans ma famille. Il suffit de cotiser, de perdre 2-3 trimestres, et vous font sauter la totalité de vos retraites quasiment. Ça, c'est des réalités. C'est-à-dire que je parle vraiment des travailleurs indépendants. Il y a un revenu minimum quand même. Non, il y a pas de revenu. Un peu plus élevé que 400 euros. Non, il n'y a pas de revenu minimum. Je vous donne un exemple personnel. Mon père a eu 450 euros de retraite. Ouais. C'est des réalités. C'est-à-dire que quand on est travailleur indépendant avec le système du RSI, que là, pour le coup, on peut donner cette qualité à Macron, il a fait sauter ça parce que c'est inique. Vous payez un maximum d'argent pour avoir un minimum de retour. Et ce qui se passe, c'est que des retraités qui tournent à 600-700 euros par mois, ils sont légion. Et la question qui se pose, c'est quoi? C'est de savoir est-ce qu'on doit, c'est là où j'en veux, moi, et je le disais souvent, d'ailleurs, j'ai des débats avec pas mal de mes amis qui sont fonctionnaires. J'aurais si bien beau dire, vous faites ça pour tout le monde, ce qui n'est pas vrai. Ils font ça pour les fonctionnaires. Mais en vérité, si vous aviez été un peu honnête, vous auriez dit, effectivement, ne touchez pas nos retraites, c'est une chose, mais faites un nivellement à minima des retraites au SMIC, que tous les retraités bénéficient du SMIC. Parce que les personnes âgées sont fragiles, il n'est pas normal qu'elles soient littéralement mises à la rue pour ces raisons. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ce gouvernement a une politique de passage en force qui n'est pas acceptable. Ça ressemble à la dictature, clairement. Ensuite, quand elle dit, on a été élus pour ça, non, ils n'ont pas été élus pour des réformes. Ils ont été élus pour que le pays aille mieux. Pas pour que le pays aille moins bien. Oui, mais il a affiché la couleur, Macron, quand il a été en campagne. Il a affiché la couleur. Aujourd'hui, on fait mine de pas être au courant. Non, il a affiché. Mais il a pas expliqué qu'il allait taper sur la population. Il a pas expliqué qu'il enverrait l'armée dans la rue. Enfin, quasiment l'armée, hein. Il a pas expliqué que des CRS taperaient les hommes à terre et qu'on les poursuivrait jamais. Il a pas expliqué que la police serait toujours dans l'impunité totale. Et qu'elle est même condamnée par le reste du monde. Il donne des leçons à tout le monde. Il va parler des répressions en Iran alors que ça fait 1 an qu'il tape sur la population. Moi, je suis pas un anti-macroniste ou un pro-macroniste. Je m'en tiens aux faits. Quand il est arrivé, il a donné une bonne image de quelqu'un de dynamique qui voulait changer les choses pour le mieux, pas pour le pire. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment que c'est le pire et on les comprend. Mehdi ? Bon, apparemment, on a quelques... C'est dommage. Avec Gamal. Ah, tu es d'accord avec Gamal ? Même pas surtout quand même. Quand il te dit oui, vous les fonctionnaires, vous vous battez... Ah, pas surtout, hein. Bah oui, quand même. Non, absolument pas. Surtout, d'ailleurs, il alors là, c'est marrant parce qu'on a un robot au téléphone. On a quoi? On a un robot. Alors, je sais pas, est-ce que t'es en Wi-Fi ou t'es en 4G, mon Mehdi, là? Ah non, je suis en 4G et puis ça va très très bien pour moi, normalement. Ah bah là, c'est bon, là, voilà. Bah oui, je sais pas, ça déconne parfois. Donc, oui. J'ai mis le doigt en l'air parce que j'ai mis le doigt en l'air. Non, ce que je disais, au niveau de la RATP, je connais pas du tout leurs revendications, mais au niveau de la SNCF, même ceux qui sont actuellement encore en grève, donc les derniers des Mohicans, sont pour le retrait total de la loi. Pas simplement pour le retrait de la loi pour la SNCF, ou les modifications qui peuvent avoir lieu pour les cheminots, mais pour le retrait total de la loi sur les retraites. Donc non, là-dessus, on peut pas dire que les cheminots ont fait grève simplement pour eux, tout simplement parce que les cheminots sont généralement mariés à des non-cheminots, leurs enfants sont non-cheminots, leurs parents ne sont pas cheminots, et donc on connaît quand même assez le monde du travail privé pour savoir qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, y compris en dehors de la SNCF.
Ça, je dis pas le contraire, effectivement, mais le problème, c'est pas ça, c'est que moi, là où je le reproche, j'ai entendu le leader de la CGT, qui était ridicule d'ailleurs à la sortie de son entretien avec Macron, incapable de s'exprimer parce qu'il sait que la défaite est consommée, malheureusement, hein, c'est une réalité. Oui, bien sûr. J'entends pas ce monsieur, il a parlé de choses complètement aberrantes, sans aller sur le sujet de fond. La position difficile à défendre, c'est de se dire qu'il y a des régimes spéciaux. Le terme spécial est très particulier, parce que ça vient des régimes qui ont été instaurés par l'après-Vichy, par le Conseil national de la résistance, pour protéger ces travailleurs et pour protéger. Même pendant Vichy d'ailleurs, pendant Vichy, ça avait été commencé à être instauré par les gouvernements Pétain. Absolument, oui. Mais je reviens pour le Conseil national de la résistance, parce que ça a un sens par rapport au gaullisme. Le problème, c'est que ces régimes spéciaux posent problème, pas parce qu'ils sont trop bien payés. Moi, je pense qu'on n'est jamais assez bien payé. Mais parce que les gens qui portent ces revendications n'ont pas assez marqué le fait qu'il fallait absolument que tout le monde soit à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on nivelle tout à un niveau qui soit acceptable pour les plus faibles des revenus. Et ça n'a pas été dit. Moi, j'ai pas entendu monsieur CGT dire, je sais pas, il pense aux travailleurs au RSI, c'est les plus fragiles, en vérité. Ceux qui étaient au RSI, les travailleurs indépendants. Je parle pas des avocats qui s'en sortent bien. Je parle des gens du bâtiment. Tu parles de monsieur Martinez? Oui, Martinez, moi, il était ridicule, franchement. Alors, très bien, il faut savoir une chose. Non, il faut savoir une chose avec les grands leaders syndicaux. Monsieur Martinez n'est pas le président de la CGT cheminote. La CGT cheminote, il y a des branches à la CGT. Et lui doit faire avec les différentes branches. Il doit ménager le chou et la chèvre. Donc, il peut pas être dans un discours pro-un tel ou pro-un tel, parce que je te donne un exemple tout bête, et je vais le donner à nos auditeurs. Les conditions de mise des marchandises sur les trains, donc le fret ferroviaire. Il y a eu des grands plans, il y a eu tout un tas de choses qui ont été dites pour l'écologie, pour l'emploi, pour tout un tas de choses. On a dit on va développer le fret ferroviaire. Or, il se trouve que le fret ferroviaire est plutôt en train de se casser la figure plutôt que de se développer, parce que ça coûte cher, c'est très lourd et c'est pas forcément très rentable par rapport aux camions. Donc on oublie un petit peu l'écologie. Et donc on a monsieur Martinez qui est à la tête d'un grand syndicat qui est la CGT et qui a d'un côté des cheminots qui lui disent il faut faire pression sur le gouvernement pour avoir plus de marchandises sur les trains, et de l'autre des syndicats CGT, camionneurs qui disent non, et nous on a besoin de boulot parce qu'on est déjà en train de se faire piquer du boulot par les gens d'Europe de l'Est ou par les gens des autres pays qui viennent justement conduire les camions en France. Donc là, lui, il est dans un travail d'équilibriste qui est assez difficile à tenir. Je suis pas du tout CGTiste, mais il faut bien avoir ça en tête. Il ne défend pas les cheminots, il défend l'avis de la CGT. Ça j'entends bien, mais ce qui se passe, c'est que en termes de position de principe, par moi, ce qui m'étonne, c'est que personne n'interroge le gouvernement sur une question à la centrale. C'est-à-dire que la question des réformes, elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que la France est surendettée. Pourquoi la France est surendettée? Parce que les hommes politiques criminels de l'économie, c'est comme ça que je les appelle, ont endetté le pays depuis 73 en des proportions. Oui, mais c'est pas le sujet, messieurs. Pardon, vous êtes un peu éloigné du sujet parce que là, on était sur Sibeth Ndiaye. Justement, on est sur le sujet. Non, mais moi, je voulais vous faire glisser autre part. Si vous permettez, sur les violences, oui, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit quoi? Que le président, que les ministres ne peuvent plus sortir. Ce matin, par exemple, les locaux de la CFDT ont été de nouveau envahis par CGT Énergie, cette fois-ci, qui le revendiquait d'ailleurs tranquillement. Et le président a eu quelques soucis aujourd'hui à quitter Dunkerque, parce qu'il était en déplacement. Il y a même d'ailleurs un avocat qui a été arrêté après donc l'évacuation de l'A16, l'autoroute A16 qui vous mène vers Dunkerque. Le président au théâtre, il y a des manifestants qui sont rentrés dans le théâtre, et d'ailleurs ça en a fait l'affaire Tahabouaps de ce journaliste qui s'est retrouvé 24 ans en garde à vue parce que un membre de la sécurité du président a ordonné son arrestation. Voilà. Il en est sorti d'ailleurs, je le précise, par un statut de témoin assisté et aucune mise en examen. Donc voilà, il y a quand même un climat qui s'installe en France, qui devient de plus en plus pesant, aussi bien pour les Français lambda, mais aussi bien pour le côté politique. Aujourd'hui, ça devient compliqué pour les ministres, pour le président de sortir. Je vous le dis honnêtement, aujourd'hui, c'est très très risqué. Bon, c'est très risqué. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de risque. Là, il s'agit plutôt de protocole de sécurité. Voilà, il y a une foule, on enlève le président parce que on ne sait jamais. Il pourrait prendre une chaussure dans la figure comme George Bush fils. Parce que je pense pas que ça irait bien au-delà de ça. Il y a personne aujourd'hui. On n'est pas dans une situation où il y a des gens qui en veulent à la peau du président et qui montent des factions secrètes pour attenter à sa vie. Je pense pas qu'on en soit à ce niveau-là. Par contre, il y a une réelle colère de la part des gens du bas et de la France d'en bas, comme on a l'habitude de dire, des gens qui ont envie d'exprimer, qui trouvent qu'ils ne trouvent pas de canaux d'expression
par les grands médias, vu qu'on leur tend très peu le micro, ou alors de manière assez caricaturale parfois, ou lorsqu'on leur tend le micro, c'est souvent pour leur faire dire ce que l'on a envie d'entendre, et donc on va souvent vers des gens un peu extrémistes, des gens qui ont des positions un peu violentes, mais le fait que des présidents ou des ministres soient quelque peu houspillés par une foule qui crie Macron démission, ou bien Madame Ndiaye, enfin bref, ça va pas chercher bien loin non plus. Excuse-moi Mehdi, mais t'as l'air de minimiser. T'as quand même des députés aujourd'hui qui se retrouvent avec leur adresse personnelle divulguée sur Internet. Voilà, t'as quand même des députés qui, pas sûr, vont reprendre le poste à l'issue de leur mandat. Ils en ont ras-le-bol, hein. Franchement. Ah bon, moi je veux bien le prendre le poste. Si ils n'en veulent pas, moi je veux bien le prendre. 6 000 € par mois. Non mais est-ce que tu trouves ça normal qu'on divulgue comme ça l'adresse personnelle d'un député pour aller l'intimider chez lui? Je n'ai pas dit que je soutenais les gens qui allaient faire ce genre de choses. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je trouve même ça assez malsain de divulguer des adresses, c'est-à-dire vouloir faire un travail parce qu'on n'a pas soi-même le courage de le faire. Si la personne qui divulgue l'adresse publiquement d'un député, si elle a un peu de courage, qu'elle aille voir son député en face à face. Vous savez qu'il y a un syndicat de police qui avait divulgué l'adresse des parents de Taha Bouabs, hein, vous vous en souvenez? Non, je me rappelais plus. Moi, je vous le dis. Voilà, il y a l'adresse des parents de Taha Bouabs, parce que dans une première affaire, dans une violence policière qu'il avait subie à Alfortville, lorsqu'il avait couvert une manifestation, il s'était retrouvé d'ailleurs là aussi en garde à vue avec une épaule déboîtée et tout ça. Et il y a eu des échanges donc effectivement entre les deux hommes, enfin le Taha Bouabs et le syndicat de police, et le syndicat de police n'a pas trouvé mieux que de divulguer l'adresse des parents de Taha Bouabs sur les réseaux. Un membre du syndicat, je pense pas que c'est le syndicat. Non mais c'est dégueulasse quoi, je veux dire. C'est dégueulasse. Si c'est la police se permet ça. Mais après le truc c'est que toutes ces petites actions minables et dégueulasses, il faut le dire, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le répéter, c'est une chose, et est-ce qu'il y a vraiment besoin de les condamner tellement c'est condamnable en soi? Par contre, lorsque il y a certains agents de police qui déshonorent leur profession en frappant des gens à terre, en les blessant volontairement, en les insultant, et lorsque cette violence-là est légitimée par la porte-parole du gouvernement, je suis désolé, mais ça ne joue pas dans la même catégorie qu'un petit deux de pique qui envoie une lettre anonyme. On n'est pas dans la même catégorie. Là, c'est la force publique. Mais dis, question, parce que là, a priori, il semble que les grèves se soient arrêtées, aussi bien la SNCF qu'à la RATP. J'entends beaucoup le mot mi-temps. Est-ce que c'est ce que t'entends aussi du côté de la base? Est-ce que les gens vont reprendre? Non, je pense pas. Non, là honnêtement, les gens, tu sais, il y en a qui ont fait une trentaine de jours de grève. Financièrement, ils en peuvent plus. Ils sont à bout. La plupart des gens qui sont en âge d'être cheminots ont souvent des familles, des femmes, des enfants ou des maris. Et donc, non, il y a très peu. C'est pas une mi-temps. Loin de on va accueillir Karim qui nous appelle d'Orléans. Est-ce que c'est du mépris à l'égard des grévistes? Mehdi Chebaiki nous dit c'est du mépris à l'égard des Français par rapport aux propos de Madame Sibeth Ndiaye. Gamal est pas loin de penser la même chose. Karim d'Orléans. Salut Karim. Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour Karim. Alors, désolé, franchement, je voudrais juste savoir une chose. Je voudrais que que Gamal il finisse sa phrase. C'était quoi le truc depuis 1973, s'il te plaît, Gamal, c'est Gamal, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit Gamal? Gamal, tu peux finir la phrase? Oui, très rapidement. Après Bretton Woods, ils ont donc c'est à l'époque de Pompidou, ils ont arrêté de s'autofinancer. La France a arrêté de s'autofinancer en passant par la Banque centrale française, et elle a fait appel aux marchés financiers internationaux. Donc on parle vraiment des marchés boursiers. Et c'est devenu une loi d'ailleurs. Oui, c'est la loi. On ne peut pas s'autofinancer. Absolument. Donc le problème, c'est qu'en faisant ça, ils ont retiré la légitimité de l'État en termes d'autofinancement. Et surtout, ils ont donné à des marchés financiers internationaux le pouvoir de faire pression sur le pays. Donc en gros, aujourd'hui, la dette publique est équivalent à 100% du PIB, du produit intérieur brut. Je traduis, le PIB, c'est la capacité de création de richesse d'un pays. Ça n'est pas les revenus. C'est juste la création de la richesse. Et le revenu de l'État, c'est 300 milliards d'euros par an. C'est ça le revenu fiscal de l'État. Ça signifie que l'État est endetté à pratiquement 8 ou 10 fois plus que ce qu'elle gagne comme argent par an. Voilà mon Karim. Pour faire simple, pendant la crise des gilets jaunes, voilà, Gamal le certifie, et voilà, j'ai envie de savoir, là, à ton avis, on peut sortir de tout ça, Gamal? Non, parce que, si, on pourrait, s'il y avait un peu de courage politique. Le problème, c'est que l'Europe est très lâche, parce qu'on parle plus de France, parce que la France peut pas le faire seule. On est dans la zone euro. Si l'Europe parlait d'un seul homme et disait, on gèle la dette, c'est ce que je dis depuis des mois, et j'arrête pas de le dire. Gelons la dette. Même Mélenchon, disons, effaceront tout ça.
que c'est que du khalas. Oui, mais Mélenchon, c'est un Oui, mais je l'avais entendu dire ça quand même. Oui, mais c'est un maudit menteur. Il ne tiendra pas sa promesse. Non, la République, c'est moi, monsieur. Déjà. Bah oui, attendez, il a le chou. Non, faut être très clair. C'est pas un État qui pourra le faire parce qu'il finira par se faire liquider. Parce que le problème, c'est que les États sont notés. Il y a des agents de notation qui donnent des notes aux États pour dire s'ils ont un bon comportement économique et s'ils remboursent bien leur dette. Et si la France ne rembourse pas sa dette ou gèle le remboursement de la dette, elle n'aura plus accès au marché financier pour financer son déficit. Sauf que l'ironie du sort, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui la France n'est plus en déficit si on ne paye pas l'intérêt de la dette. La France est dans un compte excédentaire. Ça signifie qu'on pourrait en sortir. Toutes les agences que tu dis, tout ça, ils n'avaient rien calculé de la crise qui était venue en 2008. Tout ça, c'est... Ah non, mais ils s'en foutent, ça les intéresse pas. D'ailleurs, il y a une autre crise qui nous pointe au nez. Beaucoup d'économistes parlent d'un nouveau crack boursier dans les toutes prochaines semaines, dans les tout prochains mois. C'est du bidon, c'est du bidon. Non, c'est pas du bidon, tu vois. Non, c'est du bidon. Il va être violent, celui-là. Non, c'est du bidon. On cherche des cracks de partout. On a cherché les cracks avec les bitcoins. Ça va craquer, mon vieux. Le monde craque. Non, tout le monde en parle parce qu'il y a un cycle. Moi, j'y crois un peu à tout ça quand même. On voit que toutes les monnaies virtuelles, tout ça, peut-être ça va bientôt exister. Il y a déjà eu un crack des monnaies virtuelles. Le Bitcoin était à $17,000, il a chuté à $3,000. Donc ça a été un crack. Ça a ruiné des gens, mais ça n'a pas été un crack international. Merci mon Karim. Salut Karim. Merci. Et dis donc, t'as été au Maroc, c'est pas un secret pour personne, gamin. Non, j'étais à Tanger. Qu'est-ce qu'ils ont à pleurer le Maroc là? Sûr. Bah ils étaient pas invités à Berlin, ils ont versé des larmes. Mais oui, le problème du Maroc, c'est que c'est un pays qui est en transition politique. Alors les gens Macron les a appelés le roi pour le rassurer. T'inquiète pas, on te fera une petite place. Non, c'est très très grave ce qui se passe aujourd'hui parce que le Maroc est en transition. Non, j'explique sur le plan économique. Ils se font pas de cadeaux. Aujourd'hui, le Maroc est en transition politique et économique. Ouais. Il faut savoir qu'il y a une bagarre entre la France et là, c'est pour ça que ça craque. Entre la France et la Chine pour le nouveau TGV. Parce qu'ils ont un TGV qui va faire une extension et les Chinois ont remporté le marché à un quart du prix français. Ah bah voilà. Donc ça passe pas. Donc Macron s'est déplacé au Maroc ou va se déplacer au Maroc pour négocier avec le roi pour obtenir le contrat que les Chinois lui ont soufflé dans le nez parce que les Chinois sont allés au Maroc il y a 2 ans. Donc il y a un vrai repositionnement géopolitique marocain. Quoique la Tunisie, on a fait pire. On les a invités à la dernière minute. Oui, c'est normal. Ça, c'est l'humiliation, ça. Ouais, mais la Tunisie, c'est pas le même poids que le Maroc. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, le président algérien Tebboune y était hier à Berlin. Et à croire que visiblement le règlement de la crise en Libye passe par Alger. Demain, Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, sera à Alger. Et les 26 et 27 janvier prochains, Erdogan, le président turc, sera en visite en Algérie. Messieurs, il s'appelle Gamal Amina. Il s'appelle aussi Mehdi Chebaïki. Ils sont tous les deux, ils s'affronteront pour le quiz. Et j'ai des cadeaux à vous offrir. Un hijab de couleur noire, un très beau hijab de taille S à vous offrir. Pour ce faire, il suffira de parier sur le bon cheval. Mehdi ou Gamal tout à l'heure en tant que vainqueur du quiz. Vous envoyez votre SMS pour vous inscrire. Vous tapez FM2, prénom, numéro de téléphone et ville d'appel afin qu'on puisse vous rappeler. Le tout, vous envoyez au 7 20 18. Je sélectionnerai l'un ou l'une d'entre vous tout à l'heure et il suffira de trouver et de parier sur le bon cheval. Gamal ou Mehdi. À tout de suite. On va direction la Ramona, les amis. On va la faire la Ramona, mais pas seul. Avec Farid Taïtouarad. Bah tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le quiz, c'est tout à l'heure et en fin d'émission avec des cadeaux à vous offrir offerts généreusement par la marque Sindid, une marque de vêtements islamiques mais pas que d'ailleurs, et ultra moderne et urbain. C'est super sympa, vraiment ils ont un style très particulier et j'ai un hijab de couleur noire de taille S à vous offrir, mesdames et mesdemoiselles. C'est très simple, voilà, il n'y a pas plus simple comme jeu. Il suffit de vous inscrire, vous envoyez votre SMS, là vous sortez du travail peut-être et vous dites tiens pourquoi pas un petit hijab en plus, offert par la maison et par Sindid. Eh bien vous envoyez votre SMS, vous tapez FM2 comme France Maghreb 2, un espace, votre prénom, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler et votre ville d'appel et vous envoyez le tout au 7 20 18 et on sélectionnera l'une ou l'un d'entre vous. On l'appellera tout à l'heure en fin d'émission et si vous arrivez à faire le bon pari, à savoir de parier sur le vainqueur du quiz entre Gamal Amina et Mehdi Chebaïki, qui sont nos chroniqueurs du jour, eh bien, le hijab arrivera dans votre boîte à lettres, voilà, chez vous, à la maison. Plutôt simple comme jour, on pouvait pas faire plus simple, hein. On est d'accord, messieurs? Qu'est-ce qu'il y a, Gamal? Est-ce que t'es généreux? C'est difficile de faire plus simple. Voilà. C'est pas moi qui suis généreux, c'est Sindid qui est généreux en offrant des vêtements. Et j'aurai des pulls, j'aurai des t-shirts, j'aurai plein de trucs. Là, c'est un hijab. Voilà. Couleur noire, taille S. Vous savez que j'ai appris un truc? Je savais pas qu'il y avait des tailles pour le hijab. Vous saviez, vous? Comme pour les chapeaux, oui, c'est logique, non? Parce que j'ai du XXL, j'ai du taille S et du L. Je savais pas qu'il y avait des tailles, moi, les gars. Franchement, j'ai appris un truc. Je vais dormir moins con ce soir.
Mohamed Moussaoui, le nouveau président du CFCM, sera l'invité du LGF dans un instant. Première déclaration en totale exclusivité pour France Maghreb 2. Bien sûr, interrogé par Tarek Mami, qui a été faire un petit tour à la mosquée. Il avait besoin de se purifier. Hier soir, pour l'élection du nouveau président du Conseil français du culte musulman. Oui, il y a un nouveau président. Bon, il n'est pas nouveau en la matière, il l'a déjà été, il a déjà fait un mandat, il s'appelle Mohamed Moussaoui. Donc on peut dire clairement que c'est du côté du Maroc maintenant. C'est une plaque tournante, hein, vous savez, pour la présidence du CFCM. Un coup c'est l'Algérie, un coup c'est la Turquie, un coup c'est le Maroc. Oui, on n'en a pas fini avec l'islam des consulats, malheureusement. N'est-ce pas, des colonies aussi, oui, pas pour la Turquie. Bon. Sans la Turquie. Je voulais avoir votre avis avant qu'on accueille nos invités, messieurs, sur l'affaire Taha Bouabs, qui a démarré donc vendredi soir. Je vais la resituer, la relater rapidement. Vendredi soir, Taha Bouabs, qui est un journaliste qu'on connaît bien, qui a été chroniqueur d'ailleurs dans le LGF, qui reste un copain et un ami, était présent dans le cadre de son activité personnelle, dit-il, au théâtre. Il se trouve qu'il arrive au théâtre, il s'assoit et il tweet donc qu'il est à 3 rangées du président de la République, Emmanuel Macron, qui est sorti avec madame, pour une soirée privée. Et il tweet en effet que il a connaissance qu'il y a quelques manifestants qui risquent de venir perturber un petit peu la fête. La soirée risque d'être agitée, a-t-il dit. Voilà son tweet. Et à ce titre, ce tweet lui a valu une garde à vue de 24 heures. À la demande de la sécurité du président de la République, il a été arrêté à la sortie du théâtre. Même pas à la sortie d'ailleurs, dans le théâtre. Il a été conduit en garde à vue. Il a passé 24 heures de garde à vue. Il a été présenté en comparution immédiate devant un juge qui lui a signifié qu'il n'était pas mis en examen, mais placé sous le témoin le statut de témoin assisté. Se retrouver en garde à vue pour un tweet, messieurs, est-ce que c'est pas une dérive totalitaire là pour le coup? J'ose employer le terme. Mehdi. Si, clairement. Totalitaire, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est une dérive. Et la France, qui se targue d'être la championne, l'une des championnes du monde de la liberté d'expression et de la liberté du journalisme, montre une fois de plus qu'il y a certains sujets à propos desquels on ne peut pas parler. Il y en a certains à propos desquels on peut se lâcher et tomber dans la vulgarité, l'insulte et le mépris, et d'autres, par contre, où ça doit être silence radio. Le traitement fait à une certaine classe de journalistes. Des journalistes de rue, des journalistes indépendants, le traitement qui leur est réservé est totalement indigne d'un pays comme la France. Et hélas, pour le moment, nous ne sommes pas encore à une question de totalitarisme, mais en laissant passer des choses comme ça, avec le temps, les choses glissent, les situations s'enveniment, et j'ai peur que ce soit bientôt le glas de la libre expression en France. Gamal, rapidement là-dessus, sur l'affaire Taha Bouabs. Il y a deux aspects. Il y a un aspect strictement politique, à savoir la séparation des pouvoirs commence à être largement discutée, parce qu'on peut pas faire interpeller un type comme ça sans motivation particulière. Après, il y a la question de la communication sur le net qui n'est pas réglementée. C'est-à-dire que lui, en tant que journaliste, balance une information sur le net qui peut porter atteinte à la sécurité du président. Mais c'est pas été le seul, c'était pas le premier. Oui, j'entends bien, mais c'est pas lui, ça a un sens. Il a apparemment dit qu'il est journaliste militant. Mais ce qui est certain, c'est que ça a un sens par rapport à la sécurité de l'État, parce qu'effectivement, le président est inquiet. Faut pas se raconter l'histoire. Et de l'autre côté, il y a deux questions qui se posent. Comment se fait-il que parce que le président est inquiet, la police immédiatement intervient en sa faveur et on passe par le parquet, par la justice, pour faire pression sur le journaliste, demande du service de sécurité de la présidence. Ce qui n'est pas normal, parce que là, il y a une question, il faut interroger les pouvoirs. Il y a une séparation ou pas des pouvoirs. C'est pas le service de sécurité qui peut obtenir ce genre de résultat-là. Et certainement pas. L'autre question qu'il faut poser, c'est l'histoire de la comparution immédiate. Ça, c'est vraiment un déni de droit comme jamais. Et quand on parle de totalitarisme, si on veut parler de totalitarisme, en l'occurrence, ça rappelle malheureusement, j'ai envie de le dire, parce que j'ai bien utilisé ces périodes, les méthodes nazies. C'est-à-dire qu'on passait plus par la police, mais on passait directement par les SA pour faire la police. Donc ça veut dire qu'on passe par par un système de sécurité de l'État pour la police. Et on l'envoie directement au juge. Ça, c'est pas normal. Donc la question effectivement qui se pose, c'est à la fois le rapport à l'Internet et en même temps le rapport à la séparation des pouvoirs qui est à questionner. Merci, Gamal. Non, mais surtout, il y a une chose qui est encore plus importante, c'est qu'est-ce qui a été dit dans ce tweet finalement? Oui. Que le président était au théâtre et qu'il y avait des manifestants qui risquaient d'arriver, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, donc en fait, il est jugé pour ce qu'il pense ou pour ce qu'il aurait pensé. Non, il est jugé pour avoir tenté d'organiser une manifestation non organisée. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, Mehdi,
on enchaîne tout de suite avec notre prochain sujet et pour en parler avec nous, j'accueille Farid Aït-Ouarab des Scouts musulmans de France. Bonjour Farid, bonsoir. Oui, bonjour Christophe, bonjour aux éditeurs de France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Ta collègue Sherifa Sema sera avec nous dans un instant aussi. Tout à fait. Parce qu'on va parler de la Umrah, mais pas pour les personnes comme vous et moi, on va parler de la Umrah pour les personnes à mobilité réduite. D'abord, c'est possible. C'est possible parce qu'on le fait depuis plus de 10 ans. Cette année, ça va être la 11e année. Et donc c'est possible. On a accompagné plus de 150 personnes à mobilité réduite. Alors quand on dit mobilité réduite, ça veut dire quoi exactement? Enfin, c'est les personnes qui sont handicapées, mais quel type de handicap vous prenez? Est-ce qu'il y a des handicapés, par exemple, que vous prenez pas parce que c'est trop lourd à gérer, etc. Comment ça se passe? Donc on prend presque tout handicap, et on dit mobilité réduite parce qu'il y a des personnes très 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 âgées, du bigleux au sourd, en passant voilà, ou en fauteuil, et il y a certains qu'on peut pas prendre, comme ceux qui font la dialyse par exemple, ou qui ont besoin d'aller à l'hôpital tous les 2 jours, tous les 3 jours. Là, c'est pas possible au niveau technique, mais sinon au niveau de l'accompagnement, on a une équipe qui est rodée, on a une équipe médicale, des infirmiers, des infirmières, des accompagnateurs, accompagnatrices, parce que ce qu'il y a, c'est que nous, on est une équipe mixte. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, et donc voilà, depuis. Combien de personnes vous en venez à chaque fois? 10, 15, ça dépend des. Pour l'instant, aujourd'hui, on est à une dizaine. Donc on a encore 5 personnes. S'il y a des auditeurs qui sont intéressés, elles sont les bienvenues. D'accord. Alors comment ça se passe là? Est-ce qu'il y a déjà un voyage de programmé, des dates, etc. Quel type de précautions il faut prendre avant le départ? Enfin, je suppose qu'il y a une préparation quand même en amont qui est très importante. Très très importante. Donc le prochain départ, ça va être du 7 au 17 avril. D'accord. De 2020. Et il y a un juste avant le Ramadan, quoi. Juste avant le Ramadan. On revient et on commence le Ramadan en forme. Et donc il y a une précaution, il y a un dossier médical qu'il faut remplir par le médecin traitant. Et ensuite, ce dossier médical est traité par notre médecin en interne. Et suite aux 2 avis des médecins traitants et non médecins, on les accompagne. Est-ce qu'il y a, en cas de problème, une structure fiable en Arabie Saoudite? Il y a les hôpitaux. Il y a les hôpitaux. Il y a donc il y a un repérage qui est fait par notre équipe médicale. Mais on essaye de faire le maximum nous-mêmes. On a tout le matériel, tous les médicaments, on essaie de faire vraiment. On va à l'hôpital quand c'est vraiment grave ou quand il n'y a pas de possibilité en interne. Donc vous avez des personnes à mobilité réduite dans votre entourage, quel que soit le handicap. Les Scouts musulmans de France se chargent de vous préparer en amont et de vous emmener faire votre Umrah, qui est quand même un voyage pas comme les autres, faut le rappeler quand même, c'est important. Et vous avez la possibilité encadrée de professionnels, parce que c'est important, vous partez avec des professionnels. Des professionnels, et ceux qui le sont pas mais qui sont motivés, il y a une formation qui est faite par des professionnels, par les médecins. Donc même si vous n'êtes pas professionnel, parce que pour accompagner par exemple un non-voyant, où on a besoin que de motivation et de rigueur. C'est pas le plus dur, ça, hein, pour ce qui est du non-voyant, c'est pas le plus dur. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple, mais il faut l'accompagner parce que surtout il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup mais c'est incroyable, il y a beaucoup de non-voyants que nous avons accompagnés, et à chaque fois je leur fais, vous faites un quiz, et moi aussi je leur fais un petit quiz devant la Kaaba, et je leur demande qu'est-ce que vous voyez. Ils me décrivent la Kaaba comme elle est, c'est incroyable. Ah ouais? Oui. Bon. Non mais c'est extraordinaire. En tout cas, bravo d'abord pour cette initiative. Je sais pas ce qu'en pensent mes camarades Gamal et Mehdi. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont été faire leur Umrah. Vous avez été faire votre Umrah, vous? Non, pas encore malheureusement. Non? Mehdi? Pas encore, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, ben en plus ils sont valides les mecs, hein. Ils ont pas été faire leur Umrah, ils sont valides. Et il y a des gens à mobilité réduite qui veulent à tout prix y aller avec toutes les difficultés que cela engendre. Hein? Bah oui, voilà. Voilà une belle leçon. Non, c'est vrai. Farid, vous prenez combien de personnes à chaque fois? Une quinzaine. D'accord. Et quand je dis une quinzaine, est-ce que ça nécessite 15 accompagnants ou pas du tout? Ah non, minimum le double.
Parce que pour chaque accompagnateur, pour chaque pèlerin, il faut 2 accompagnateurs ou 2 accompagnatrices. Sauf pour certains, comme le non-voyant, comme des personnes très âgées. Ouais. Ils ont besoin d'un seul accompagnateur, mais les autres qui sont en fauteuil, c'est minimum 2 personnes qui les accompagnent. Mais dites donc, mon cher Farid, tout ça, ça a un coût, évidemment. Ah oui, un grand coût. Et en plus, dans le cadre des scouts musulmans de France, on est aidé par l'État, par le ministère de la Jeunesse et Sport, par le ministère de la Ville, mais sauf pour ce projet-là. Comment ça? Pour le projet de la Umrah, dès qu'ils voient la Mecque, Médine, ils disent c'est un projet religieux, même si il y a de l'intergénérationnel, même s'il y a de l'accompagnement aux handicapés, on n'est pas financé pour ce projet-là. Et donc c'est pour ça qu'on lance un appel comme chaque année sur France Maghreb 2 et pour les donc vous avez besoin de thunes en fait, c'est ça? Voilà, clairement oui. D'une part parce qu'il y a les personnes handicapées, elles ont un double handicap financier et physique. Combien il vous faut, Farid? Beaucoup. Et pour cette année, il nous reste encore 25 000 euros à trouver avant le mois de mars. 25 000 euros à trouver. Comment on fait pour entrer en contact avec vous et pour vous donner un peu de flouze? C'est tout simple, il y a un numéro de téléphone, c'est 06 50 94 59 34. Ouais. 06 50 94 59 34 et on vous donnera toutes les informations. Il y a une déduction d'impôt aussi. Si vous donnez par exemple 100 euros, vous avez une déduction des impôts de 66 euros. Donc c'est comme si vous donnez que 40 euros. Ouais. C'est comme si vous donnez que 40 euros. Mais est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux peut-être un détail de ce que vous proposez pour en savoir davantage? Il y a il y a la page Facebook de la Umrah. Donc vous tapez Umrah SMF. OMRA-SMF. D'accord. Sur internet, ou vous tapez sur Umrah handicapé, où on est, vu qu'on est jusqu'à il y a 2 ans, on était les seuls en Europe à organiser ça. Donc on figure sur les premiers dans les moteurs de recherche, Umrah handicapé, vous tapez Scout musulman de France et vous tombez sur nous. Bon bah voilà Gamal, Mehdi, vous allez pas à la Umrah, mais vous pourrez peut-être par votre don permettre à une personne qui a mobilité réduite de pouvoir y aller. Hein? Chapeau. Un grand bravo. Et on parlait autour de vous aussi, si vous connaissez des personnes à mobilité réduite qui hésitaient jusqu'à maintenant à partir. Parce que les personnes, on a des témoignages incroyables, surtout au retour de Justement, j'allais vous poser la question, Farid Warab. Quel est le témoignage que vous avez en général des personnes qui effectivement se disaient je ne pourrais plus y aller parce que j'ai un handicap, parce que ceci, parce que cela, et vous avez réalisé quelque part leur rêve, et comment ils reviennent? Ils reviennent plus qu'heureux. Ils reviennent, pour certains, ils disent même dans leur rêve, parce que pour aller à la Umrah ou au Hajj, c'est le rêve de chaque musulman ou chacune des musulmans. Et pour les personnes à mobilité réduite, au-delà d'être un rêve, pour le Hajj, c'est une obligation. Voilà. Mais pour les personnes à mobilité réduite, ils me disent, même dans leurs rêves, ils imaginaient pas y aller. Ouais. Et quand ils partent, et en plus dans de bonnes conditions, c'est extraordinaire, les témoignages qu'on reçoit, et surtout des personnes de leur famille. Il y a des familles qui nous font confiance, et on remercie les familles, parce que c'est pas évident de laisser son enfant, sa mère, ou partir déjà, pour les personnes âgées de chez nous, partir tout seul comme ça avec un groupe, c'est pas évident. Alors si elle était aux mobilité réduite, encore plus. Et quel type de problème vous rencontrez, Farid? Plusieurs problèmes. Je suppose qu'il y en a plein. Non, mais il y en a plein parce que c'est bien quand même de donner des exemples pour qu'on se rende compte quand même de la dimension du projet, de l'enjeu et des difficultés que cela engendre derrière. Les difficultés déjà par rapport au visa déjà, parce que y a les jeunes filles, nous on a des jeunes filles qui accompagnent les personnes à mobilité réduite, et comme vous savez, pour l'Arabie Saoudite il faut toujours un mahram. Un mahram, c'est un chaperon, soit son père, soit son frère même de 15 ans, soit son mari, soit et nous, vu qu'elles accompagnent, elles ont pas ça. Ouais. Et à chaque fois on se bat pour ça, et heureusement qu'il y a le ministère des Affaires étrangères français qui nous aide beaucoup, qui insiste au niveau des affaires étrangères et de l'ambassade d'Arabie Saoudite en France. Et depuis plusieurs années, on n'a pas ce souci, mais un des soucis, c'est celui-là. D'autres, c'est par rapport au fauteuil, on a du mal, il n'y a pas d'hôtel dans les hôtels. Par exemple, il y a qu'une seule chambre pour handicapés par étage.
Donc vous imaginez toute la logistique qu'il faut faire. Si on prend 5 ou 6 ou une dizaine de fauteuils, toute la logistique qu'il faut. Et sur place aussi, parce que il y a certains, ils considèrent que c'est une obligation de faire le pèlerinage ou la Umrah, mais pour ceux qui ont les moyens physiques, les moyens physiques et financiers. Ouais, absolument. Et donc il y a certains barbus entre guillemets qui disent que c'est pas une obligation de les emmener ici, même s'ils voient leur bonheur, même s'ils voient comment ils sont. Et sur place, il n'y a pas de structure qui accompagne et qui j'ai parlé de l'hôtel, il y a les... Non mais c'est pas adapté, on va dire clairement, c'est pas adapté du tout. C'est pas adapté. Voilà, c'est pas adapté, mais on réussit toujours notre mission à chaque fois. Ah, je crois que Sherifa Sema rentre à l'instant dans les studios. Sherifa, bonsoir. Bonsoir, désolé. Vous savez que l'adresse c'est la bonne adresse, hein? La bonne adresse, mais apparemment... Non, en tout cas, si vous n'êtes pas à l'heure et que pour le départ de la Ramola, ça commence bien, Sherifa, j'ai envie de vous dire. Ah non, mais pour la Ramola, je suis au taquet. Hein. La grève, elle résiste encore sur Paris, donc... Bon, ça va. Encore les conséquences. Bon, Sherifa Sema, soyez la bienvenue. On parlait avec Farid qui a bien fait votre boulot, votre taf, pour parler donc de ce voyage pour les personnes à mobilité réduite. Le départ donc c'est pour le mois d'avril. Il nous a clairement dit qu'il vous manquait un peu de pognon, donc on a sollicité nos auditrices et auditeurs. 25 000 euros, c'est ce qu'il vous faudrait pour être bien, quoi, pour pouvoir emmener tout le monde. Combien ça coûte, tiens, pour une personne qui est handicapée, de partir avec votre dispositif, avec votre professionnalisme à la Ramola? Clairement, ça coûte combien? Clairement, ça coûte 2200 euros pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. Et pour les accompagnateurs, ça coûte 1000 euros. Parce que même les accompagnateurs, c'est des bénévoles. On est tous bénévoles, mais malgré tout, chacun il paye une partie du billet. Pour être franc, parce que nous on est toujours franc sur tout. Nous à l'agence, on paye à peu près 1650 euros le billet. Donc il faut trouver la différence pour les accompagnateurs, pour les 20 ou les 30 accompagnateurs. Il faut trouver 650 euros multiplié par 20. Et il y a une petite partie des pèlerins, ils payent un peu plus pour aider une partie du prix du billet aussi. Sherifa Sema, pourquoi il faut que les auditrices auditeurs se mobilisent pour vous aider à réaliser le rêve de quelques 15 personnes à mobilité réduite? Tout d'abord parce que c'est un beau projet. Un beau projet qui est malheureusement pas connu, méconnu, et c'est pour ça qu'on a d'abord je vous remercie vraiment de nous avoir accueillis aujourd'hui, parce qu'on a envie de faire connaître ce projet auprès des malades qui souhaiteraient réaliser pour la plupart leurs rêves d'aller à la Ramola. Alors voilà, donc ça fait 10 ans que les SMF proposent ce projet, donc je prends ma respiration. Propose ce projet, et c'est vrai qu'on a pas mal de malades en fait en situation de précarité ou des personnes isolées, des personnes qui ne peuvent malheureusement pas se réaliser ce rêve-là parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement nécessaire. Et que nous, on a la chance d'avoir une équipe de bénévoles sélectionnés bien sûr. On a un encadrement avec, il a dû le dire tout à l'heure Farid. Ouais. Tu peux le répéter aussi. Alors voilà, dans notre équipe on a 2 médecins, on a la chance d'avoir 2 médecins, une femme et un homme. On a 2 aumôniers, on a une éducatrice, on a un infirmier, et toute cette équipe donc encadre ces malades durant tout le voyage. Ils sont présents H24 avec nos malades, donc ça il faut le savoir. Les familles sont généralement très rassurées de savoir que leurs parents sont dans un dispositif médical respecté, et en même temps ils peuvent donc effectuer le rite religieux tout en étant bien accompagnés. Il y a vraiment de la bienveillance au sein du groupe, et on est vraiment disponible pleinement. H24, c'est le cas de le dire, hein. À partir du moment où nous confie les personnes, on les encadre jusqu'au retour. Et votre plus belle récompense, si je puis dire, c'est les sourires sur les lèvres au retour du voyage. Exactement. Ouais. Et pas que, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je suis bénévole tout comme Farid.
et les autres membres bien sûr, et d'autres aussi qui reviennent nous aider. Et c'est vrai que quand on revient de la Umrah et qu'on a le sourire de la part déjà des enfants, de la famille du malade, et ou même tout court du pèlerin qui nous fait des doigts, des belles prières, des belles invocations pour nous remercier, vraiment ça a pas de prix. Ça a vraiment pas de prix pour le coup. On est vraiment. Ça a un prix, ça coûte cher, mais bon. Ça coûte cher, mais c'est vite. On est vite. Voilà. On pense plus au prix après, bien sûr. Ouais, bien sûr, j'ai bien compris. Voilà. Gamal, Mehdi, qu'en pensez-vous, messieurs, rapidement? Pour ma part. Moi, Mehdi, vas-y. Non, en fait, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font, parce qu'on sera tous amenés un jour à être dans une situation de handicap, que ce soit un handicap dû à la vieillesse, dû à une maladie ou à toute autre chose, ou quelqu'un dans notre entourage. Et donc, pouvoir rendre ce service aux gens de la communauté, c'est juste magique. Et vraiment, je tiens à féliciter les SMF pour ça. Gamal? Je les félicite parce que j'ai une sœur lourdement handicapée. Je sais ce que c'est que de prendre un handicapé moteur en charge. Et surtout, la question qui me vient à l'esprit, c'est une initiative que vous avez lancée en premier apparemment sur l'Europe. Est-ce que les autorités d'Arabie vous accompagnent là-dedans? Est-ce qu'elles participent? Est-ce qu'elles vous aident? Est-ce qu'elles facilitent? Est-ce qu'il y a des dispositifs? Parce qu'il faut pas oublier que c'est un pays qui est immensément riche, qui ramasse 40 milliards de dollars par an par rapport au Hajj et au Umrah. Est-ce qu'ils font cet effort qu'ils devraient faire normalement pour vous accompagner? Parce que les dons ici, évidemment, tout le monde n'est pas riche. Mais ça suffit peut-être pas. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on l'organise. Là, ça va être la 11e année. On n'a aucun don de l'Arabie Saoudite ni des riches saoudiens. Vous avez formulé des demandes? Oui, on a déjà formulé à plusieurs, même aux les plus grosses fortunes, mais et à l'ambassade d'Arabie Saoudite aussi. Mais pour l'instant, on a. Ils préfèrent mettre leur oseille ailleurs. Mais on ne se décourage pas, Alors, on va rappeler les infos utiles avant de se quitter, parce que c'est déjà presque fini. Farid et Sherifa. D'abord pour celles et ceux qui nous écoutent là, vous avez besoin donc d'argent forcément pour récolter de l'argent pour permettre l'organisation de ce voyage pour les personnes à mobilité réduite, voyage qui est prévu au mois d'avril. Il vous manque 25 000 euros clairement, donc chacun peut donner un tout petit peu, contribuer. Vous avez d'ailleurs des trucs d'impôts là, vous pouvez être des réductions d'impôts, le numéro de téléphone, les réseaux sociaux, je veux tout savoir. Alors, vous pouvez me joindre. Alors, prenez vos stylos. Oui. Je vais répéter 2 fois. Oui. Alors, 06 50. Oui. 94. Oui. 59 34. Oui. C'est pas le numéro du loto. Ah, malheureusement. Mais vous gagnez beaucoup plus que le loto. Ouais, exactement. Bravo, Farid. On répète, Sherifa. 06 50. 94 59 34. Vous pouvez retrouver mon numéro, le lien de la vidéo qu'on a faite l'année dernière sur l'accompagnement justement sur le voyage qu'on a fait, ainsi que les virements possibles. Voilà, il n'y a pas de petite somme, vraiment, on est preneur sur tout. Ouais. Donc sur le lien, la Umrah, SMF, Scout Musulman de France, sur la Umrah, sur YouTube, vous pouvez trouver tous ces éléments. Mais appelez-moi, il n'y a vraiment pas de souci, je vous donnerai toutes les infos nécessaires. Donc je répète, 06 50 94 59 34. Une question encore, vous faites pas des cagnottes? On en a fait, mais très peu. On en a fait, mais cagnotte litchi. Litchi, on l'a fait. Ça marche bien, ça. Oui. Enfin, ça dépend pour qui. Pour des gens, ça marche pas. Le boxeur, oui. On lui a enlevé sa cagnotte à lui. Et vous avez fait ça? On l'a fait, mais ça n'a pas beaucoup ramené parce que ce genre de cagnotte, il faut que ceux qui les mettent en place aient déjà leur réseau. Ah, ok, d'accord. Donc, merci Farid Aitwarab, Sherifa Sema, et bonne chance beaucoup pour la suite et bravo, mille bravo, bravo, et on compte sur vous, amis auditrices, auditeurs, à tous et toutes, pour que vous puissiez faire participer ces personnes à mobilité réduite pour qu'ils puissent réaliser leur rêve, faut le dire, voilà, leur rêve, que d'aller faire leur Umrah, ça sera possible grâce à vous aussi. Et avec le concours des professionnels des scouts musulmans de France. Dans un instant, on change de registre. Mohamed Moussaoui, le nouveau président du CFCM, invité de Tarek Mami. Et je rappelle, inscrivez-vous par SMS, vous tapez FM2, prénom, numéro de téléphone, ville, au 72018, et on sélectionnera l'une ou l'un d'entre vous pour vous offrir un hijab aujourd'hui de taille S offerte par la marque Sindid. Il suffira de parier sur le vainqueur du quiz. France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec maintenant un invité exclusif. Il nous a livré ses premiers mots, ou plutôt à Tarek Mami, il les a livrés. Ses premiers mots, c'était hier à la mosquée de Paris, le tout nouveau président du CFCM, Mohamed Moussaoui, au micro de Tarek Mami pour le LGF France Maghreb 2. Mohamed Moussaoui, bonjour, bienvenue sur France Maghreb 2. Vous venez d'être élu président du CFCM pour un nouveau mandat.
Quel est votre premier sentiment pour cette élection? D'abord, c'est une grande responsabilité qui m'a été confiée par les administrateurs avec une très grande majorité. L'Union des mosquées de France que je préside a participé à ce que le Conseil français de culte musulman retrouve et renoue sa confiance avec la base. Et je pense que mon objectif c'est d'abord retrouver cette confiance avec les musulmans de France en leur institution représentative. C'est cette mission qui va me guider. Bien sûr, pour que cette confiance soit retrouvée, il va falloir d'abord renouer les liens par le biais de la départementalisation, d'une meilleure proximité, mais surtout en répondant aux nombreuses attentes des musulmans de France. C'est pour cette raison que dès aujourd'hui, nous avons inscrit dans le bureau exécutif toutes les commissions thématiques, et nous avons donc donné la responsabilité à chaque membre du bureau de commencer à travailler dès demain ou dès aujourd'hui et qu'il rende compte de l'avancement des travaux de sa commission au sein du bureau exécutif. Monsieur Moussaoui, vous avez l'habitude de venir dans nos studios France Maghreb 2. Avec plaisir, évidemment. Alors ça, on vous lance l'invitation pour venir maintenant que vous êtes président pour parler plus longuement. Mais vous connaissez à la fois notre franc-parler, oui, notre liberté d'expression, et nos questions directes, et notre souci de faire de la pédagogie. Donc on va essayer d'en faire aujourd'hui. Cette élection n'a pas apparu aujourd'hui après coup comme facile, comme sereine, comme apaisée. C'était pas le cas il y a quelques jours, puisque vous étiez deux candidats, Monsieur Shamseddine Hafid, nouveau recteur de la mosquée de Paris, et vous-même. Il y a toujours des négociations dans la vie. Il y a toujours des tractations. Comment ça s'est passé pour que M. Hafiz se désiste, et en tout cas pour que vous deux, vous mettez en place une forme pour collaborer, travailler ensemble dans l'intérêt de votre organisme, le CFCM? Je pense que nous avons fait le tour de tous les scénarios possibles. Quelque chose qui a prévalu, c'est le fait que l'Union des mosquées de France est arrivée en tête des élections. Je rappelle que vous avez gagné 18 sièges sur 45 postes élus. C'est-à-dire 41%. Sur 41%. Et que manifestement, il y a deux autres personnes qui rejoignent, indépendantes qui vous rejoignent. Vous seriez à 20 sur 45. Tout à fait. Alors, je pense, cela dit, l'Union des mosquées de France a toujours plaidé de retourner à la base, comme je viens de le dire. Mais je pense que les composantes qui sont en face, ils sont conscientes du fait qu'il faut qu'on puisse évoluer dans ce sens. Et je salue d'ailleurs la position, effectivement, de Shamseddine Hafid d'avoir fait le constat qu'une solution consensuelle imposait forcément à la tête de la première période l'Union des mosquées de France. Et donc, je pense qu'il se consacre à sa nouvelle tâche de rectorat de la mosquée de Paris. S'agissant de ce que je pourrais faire, tout ce que je pourrais apporter comme aide pour que cette institution importante pour les musulmans de France, qui est la Grande Mosquée de Paris, c'est alors je précise que nous sommes en train de faire cet échange ici à la Grande Mosquée de Paris. C'est un grand symbole pour les musulmans de France, et en tout cas le Conseil français de culte musulman, sous ma présidence, fera tout pour que ce symbole puisse avoir toute sa place. Il a toute sa place dans le Conseil français de culte musulman, et puis que les relations à l'intérieur du Conseil français de culte musulman puissent être les meilleures entre toutes les composantes. Toujours dans la pédagogie, aujourd'hui le CFCM est composé de deux collèges, 45 membres élus. 40. En gros, 45 élus et 45 désignés, et vous-même, vous n'avez pas de membres désignés. Est-ce que ce point est en discussion pour les futures élections dans 6 ans? Oui, je pense que la réforme, la commission qui s'intéresse qui est chargée de réformer en profondeur le Conseil français de culte musulman, traiterait cette question parmi d'autres. Je disais, la départementalisation, c'est une question importante, mais aussi la question de la désignation est importante aussi. Parce que c'est ce qui va permettre de donner confiance aux mosquées, et que le processus électoral puisse être vraiment un rendez-vous important. Si on dit davantage que tout est désigné, je crains que les fidèles
puisse déserter le processus lui-même, et que le CFCM apparaisse comme on va dire un collège de fédérations qui et je pense que cette image, que même si elle peut paraître parfois caricaturale, mais elle est important que les composants du CFCM puissent prendre conscience que les fidèles attendent que leurs représentants émanent de leur décision du terrain. Monsieur Moussaoui, président du CFCM, donc pour le commun des musulmans de France, le CFCM, c'est le nom du président, c'est monsieur Dali Boubaker, c'est monsieur Kbibej, c'est monsieur Moussaoui, et ça s'arrête là. Vous avez un conseil d'administration et vous avez un bureau. De combien de personnes sont composés le conseil d'administration et le bureau, et si on peut avoir le nom de tous les membres du bureau, de manière à ce que d'une manière pédagogique, on commence à apprendre les noms des gens et non pas de la structure. Effectivement, je pense que le conseil d'administration, théoriquement, il est composé de 90. Alors, il se trouve que cette année, il y a une région où on devrait élire 2 personnes, ils ont élu une seule personne. Je pense qu'il y a eu une erreur peut-être dans le compte d'évaluer mais on se retrouve vers 90, on va dire. Il y a 18 membres dans le bureau exécutif. Ces 18 membres, chaque membre est investi d'une mission. J'avais demandé aux fédérations que sur les postes statutaires, qu'il y ait un seul nom par fédération et que toutes les autres fédérations se portent sur les dossiers, parce que c'est là où on nous attend. C'est pas, on nous attend. Les musulmans de France, ça leur était égal de savoir qui est le secrétaire général, le vice-président, les présidents. Ce qui leur importe, c'est qu'est-ce qu'il va apporter ce bureau aux musulmans de France. C'est pour ça que j'ai énuméré tout à l'heure les commissions et les noms des personnes qui sont chargées au sein du bureau exécutif. Et bien sûr, les chevilles ouvrières, on va peut-être pas les voir, mais pour moi, c'est toutes ces personnes-là qui vont s'investir dans les commissions, qui vont donner peut-être espoir aux musulmans de France et à l'institution représentative du culte musulman de France d'être l'institution effectivement aimée par les Français, par les Français de confession musulmane, et aider et supporter. Alors un mot sur ces commissions avant de terminer. Donc nous avons créé, nous avons mis en place 10 commissions thématiques, dont la première c'est celle qui charge de la réforme, la deuxième c'est la formation des cadres religieux, la troisième sur le financement, la quatrième sur les mosquées, la cinquième c'est le juridique, la sixième c'est la communication, la septième c'est tout ce qui est pratique religieuse, la septième c'est la science et éthique. Il y a une commission concernant la publication du CFCM et j'en passe. Après il y a 2 observatoires, l'un de lutte contre l'islamophobie qui existe déjà, on va le consolider par la création de comités départementaux, en lui octroyant des moyens financiers et humains. De l'autre côté, il y a aussi la nouvelle création de l'Observatoire de lutte contre le radicalisme. Alors, nous, journalistes, on va être heureux d'avoir une commission communication. On va pouvoir enfin faire notre travail avec le CFCM, ce qui n'a pas toujours été possible jusque-là, sauf avec la volonté et la bonne volonté des différents présidents qui nous expliquent. Reste le nerf de la guerre. On dit que le budget des CFCM est de 25 000 euros par an. Alors, c'est pas avec 25 000 euros par an que vous allez pouvoir faire toutes ces commissions, ne serait-ce que payer le taxi ou le train du responsable de la commission qui va venir travailler à Paris. Tout à fait. Et je pense c'est vrai que le Conseil français du culte musulman a toujours fonctionné en termes de frais de fonctionnement. Oui, simple. Il n'y a pas de salaire, mais des frais. Là, vous parlez des frais de déplacement, etc. Souvent, c'est les fédérations qui supportent. D'accord. Les fédérations qui supportent. Ou les mosquées qui ont élu qui supportent. Bien sûr, il faut identifier toutes les ressources de financement possibles. Il y a bien sûr les cotisations des mosquées qui ne sont pas versées jusque-là. Il faut effectivement revenir. C'est pour ça que je pense le fait de retourner à la départementalisation et créer de la proximité, c'est aussi permettre aux fidèles de participer au fonctionnement de l'instance et donc d'apporter des moyens financiers. Mais aussi nous devons aider surtout nos mosquées à avoir de l'aisance financière. Donc avec une évolution législative par exemple sur les immeubles de rapport, sur les immeubles de rapport qui permettraient effectivement
comme un lieu de culte, d'avoir les moyens de payer son imam, de se rénover, de faire des extensions. Donc c'est des vases communicants. Les mosquées doivent aider le CFCM doit aider les mosquées. Tout à fait. Je pense que si on arrive à trouver une évolution législative qui permet aux mosquées d'avoir des immeubles de rapport et d'exploiter, ou en tout cas d'avoir des rentes financières qui leur permettraient d'être aisés dans leur fonctionnement, ils vont pouvoir verser des cotisations au CFCM. Monsieur Moussaoui, je vous remercie jusque-là, mais est-ce que vous viendrez dans les studios de France Maghreb 2 pour continuer cet échange avec Christophe Roux, avec toute l'équipe et surtout avec les auditeurs? Le Ramadan, c'est dans 2-3 mois. Tout le monde attend et tout le monde souhaite que le CFCM cette année soit encore mieux que l'année dernière. Je l'espère en tout cas, et je vous ferai la promesse de faire un tour vers vos studios et de répondre avec plaisir aux interrogations et questionnements de nos concitoyens, nos confessions musulmanes et pourquoi pas d'autres. Merci Monsieur Moussaoui. Merci à vous. À bientôt. Voilà Monsieur Moussaoui qui est donc le nouveau président du CFCM. Vous l'avez écouté, peut-être un avis à nous donner. 01 40 33 9000 si vous le souhaitez. Voilà, est-ce que vous êtes satisfait des déclarations, des premières déclarations de Monsieur Moussaoui qui nous a promis de venir à la radio et pour le coup je crois qu'il est déjà venu si ma mémoire est bonne, si ma mémoire ne flanche pas, et il avait été je crois le seul président à avoir accepté être venu à la radio en direct parler et répondre sans filtre aux auditeurs et auditrices. Je me rappelle très bien, je crois que c'était Mohamed Moussaoui. Donc rien que pour ça déjà bravo. Pour le reste on attend de voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est rassurant que d'avoir quelqu'un qui effectivement sait où il met les pieds, sait où il veut mener sa barque. Pour ce qui est du CFCM, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Mehdi Chebaïki, t'as écouté un petit peu? Écoute, moi je n'ai absolument, je suis toujours assez circonspect vis-à-vis des grandes institutions que sont le CFCM ou la mosquée de Paris. Donc on attendra de juger sur pièce, mais honnêtement je ne pense pas qu'il pourra révolutionner quoi que ce soit. Il faut être coopté par des gens puissants avec un grand réseau pour arriver à ce niveau de responsabilité. J'ai toujours pas vu sur le terrain en tant que musulman français lambda quelle était vraiment l'importance du CFCM en ce qui concerne les Français de confession musulmane, que ce soit dans la pratique, dans les lieux, dans les propositions culturelles ou cultuelles, mais également lors des 15 dernières années où on a fait face à des flots incessants d'insultes, de crachats médiatiques. J'ai pas vraiment vu le CFCM se saisir de la chose avec force et vigueur pour faire entendre la voix des Français de confession musulmane. Donc on attendra de voir. Bon, Gamal, est-ce que t'es un peu dans l'expectative aussi côté CFCM, côté ce nouveau président, sur l'expectative de Mohamed Moussaoui? J'aime bien les chaises musicales, ça fait bien marrer. C'est-à-dire qu'il y en a qui parle, l'autre qui revient. Mais au-delà de ça, non, j'attends absolument rien d'une institution qui n'est pas démocratique d'abord. L'élection, elle se fait avec plusieurs candidats, pas avec un seul. C'est pas de sa faute si l'autre s'est retiré, hein. Non, mais le problème c'est qu'ils sont que deux déjà et qu'il y en a qui se retirent. Il y a un problème. On serait vraiment en Algérie en 99, quoi. Et à côté de ça, non, la problématique qui se pose d'abord, c'est le terme démocratique. On peut pas décréter un mouvement qui n'a pas l'adhésion du peuple, à savoir les musulmans. Il n'y a pas d'élection du tout, il y a rien, c'est vraiment un cooptage entre eux. Ensuite, c'est un produit Sarkozy. Moi, j'aime pas le produit Sarkozy. J'ai un problème avec ça parce que. Alors, c'est pas tout à fait Sarkozy, le CFCM, c'est Pierre Jox. Oui, mais Jacques Santonnet. Non mais voilà, mais faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai envie de dire c'est pire. Je vais pas dire ce que je pense de Pierre Jox parce que j'ai un litige personnel avec lui, mais j'ai envie de vous dire que c'est pire. C'est-à-dire que c'est vraiment pas les meilleurs. Hein. Pour le coup, c'est vraiment la gauche qui instrumentalise les mouvements religieux. On connaît la musique. Et puis au-delà de ça, de toute façon, à partir du moment où un mouvement n'est pas reconnu par sa base populaire, s'il en avait une, à partir du moment où ce mouvement, et je rejoins totalement Mehdi là-dessus, est incapable de prendre une position de principe ferme face à des dérives racistes, parce qu'il faut parler de racisme et d'islamophobie, en l'occurrence, ça se mêle. À partir du moment où ce mouvement est incapable d'avoir une posture unitaire, je parle des différents courants qu'il constitue, à savoir les Algériens, pour l'essentiel marocains et pas tunisiens parce qu'ils sont moins nombreux, mais surtout turcs. C'est 700 000 personnes les Turcs en France quand même. À partir du moment où ce mouvement est incapable d'avoir une position de principe pour défendre les intérêts d'une communauté qu'il prétend représenter, à mon sens, il ne sert à rien. Voilà, c'est clair. Bon, très bien. Au moins c'est clair. Et puis il y a une chose aussi qui est assez intéressante, c'est le système de la présidence tournante. Oui. Alors en France, on est souvent très prompt à parler de lutte contre le communautarisme. Oui. Et là, on organise un genre de communautarisme à la libanaise avec des gens qui ont des postes
aider en fonction de leur ethnie ou de leur origine. Et puis on dit, vu que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on va faire tourner. Donc une année ce sera toi, une année ce sera toi. Honnêtement, en termes de gestion coloniale des affaires religieuses, je pense qu'on peut pas arriver à faire mieux. Là, on est vraiment dans une caricature de l'islam de France voulu par les politiques, avec un rejet du communautarisme positif, celui qui pourrait servir à quelque chose, c'est-à-dire avoir des communautés complètement intégrées dans la société française, mais qui permettrait de faire évoluer des élites qui viennent de la communauté. Non, là, on a du communautarisme de notables, avec des gens qui sont là depuis Mathusalem, dont on n'a toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui quel était leur intérêt. Bon. Je rappelle aux auditrices, auditeurs qui peuvent encore s'inscrire pendant quelques minutes pour gagner aujourd'hui un hijab de taille S, offert par la célèbre marque Sindid, une marque islamique mais pas que, moderne et urbain. C'est un hijab de couleur noire, très joli hijab qu'on vous offre si vous le voulez bien. Il suffira de parier sur le gagnant du quiz en fin d'émission entre Gamal Abina et Mehdi Chebaiki. Vous vous inscrivez par SMS, vous tapez FM2, un espace, votre prénom, votre numéro de téléphone, ville d'appel, afin qu'on puisse vous rappeler, le tout envoyé au 7 20 18, et vous aurez la primaire, puisque vous êtes inscrit par SMS, de choisir en premier votre cheval. Et il y aura une autre possibilité de gagner, parce qu'il y aura forcément un gagnant ou une gagnante en nous appelant au standard, mais je vous expliquerai tout dans un instant. Pour l'heure, Kamel est avec nous. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités et bien évidemment bonsoir à tous ceux qui sont à l'écoute. Alors, je précise, pardon Kamel, je fais une petite parenthèse, notre invité... parenthèse sur le hijab taille S, il y a un aspect quand même discriminatoire, parce que pourquoi ceux qui sont M, XL ou XXL... Mais j'en sais rien moi, Kamel, tu vas pas me la faire à moi, je savais même pas qu'il y avait des tailles pour le hijab, alors arrête. Écoute, taille S, ça limite quand même, ça limite un peu. Je sais pas, moi, écoute, j'en sais rien. Moi, j'y connais rien en truc. Voilà, commencez pas, la personne qui fait ce cadeau, c'est très sympa. Ah non, mais attends, écoute, Kamel, si tu veux la jouer comme ça, j'en ai aussi de taille L, M ou XXL même, si tu veux. C'est ouvert, c'est ouvert. Voilà, donc alors. Préciser tout de même, parce que ça va exclure des gens, et à l'antenne, ça la fout très mal. Ça va, ça va. Moi, écoute, très sincèrement, des cadeaux, ils sont en train de gueuler, c'est un truc de fou. Mais finalement, je m'aperçois que ce qui vient d'être dit, eh bien, je suis complètement d'accord avec ça. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que cette dictature de la norme qui nous est imposée depuis tant d'années, Moussaoui, les autres, etc., cette représentation est caduque, bien évidemment, à mes yeux, puisque ce Conseil français musulman, etc., n'a jamais brillé dans ses prises de position à l'égard de cette communauté, de notre communauté ici en France, et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que moi j'appelle de mes vœux que puisse exister, naître un jour une organisation, voire une association, etc., qui n'est pas froid aux yeux et qui mette les pieds dans le plat. À ce moment-là, je ferai partie de ceux qui alimenteront un peu le débat, parce que c'est vraiment, on est dans une médiocrité sans nom. La mosquée, si je peux me permettre de leur envoyer un petit message, sortez la communauté de cette médiocrité, évitez de prendre ses places, etc. Parce que finalement, ce jeu ressemble à ce qui a toujours existé, cet esprit colonialiste qui perdure, et bien évidemment, ce sont les citoyens lambda, musulmans, qui en pâtissent, et c'est bien dommage. Bon. D'ailleurs, et puis, juste pour aller dans ton sens, bouge pas, Kamel, bouge pas, il y a Mehdi qui veut te parler. Oui, mais voilà, non, juste pour aller dans ton sens, quelles ont été, on pourrait même dire quelle a été, puisque je n'en ai pas vu une seule, la réalisation du CFCM depuis qu'il existe, une réalisation concrète qui a vraiment influé sur le sort ou la pratique ou la culture des Français de confession musulmane. Laquelle est-ce? Moi, j'ai envie de vous dire, messieurs, Kamel, j'ai envie de vous dire, on est tous schizophrènes. Pardon de vous le dire, parce qu'on est en train d'enterrer régulièrement, de déblatérer sur le CFCM toute l'année. Par contre, quand le CFCM te dit le premier jour du Ramadan c'est tel jour, tu commences, tu suis comme un mouton. Normal. Bah alors. Non mais elle est où la logique, les gars? Non, il y a une logique. Non, en termes politiques, il y a une logique. Très sincèrement, par rapport à ça, moi je me fie quand même. Alors c'est vrai que non mais tu as raison de pointer ça. Moi je me fie quand même à ces aînés, à nos anciens, qui nous ont accompagnés, qui nous ont à la fois fait naître, élevés, etc. Et je suis vers où ils m'ont emmené, même si je peux porter critique au travers de ce que les gens nous disent, la mosquée, le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, etc., etc. Donc je reste, et puis finalement c'est pas ce qui va me condamner
à ce niveau. Ouais, enfin, tu réponds pas à ma question, mais bon. Non, mais c'est un débat qui a lieu depuis de longues années, et à chaque fois, tu reviens là-dessus. Christophe a juste raison. Non, mais je pointe du doigt une hypocrisie un petit peu ambiante, quand même. Non, je suis pas d'accord du tout. Non, mais sur le principe de pratique, non. Là, on a une organisation dont visiblement la seule réalisation est de nous avoir dit que le Ramadan commence mardi et pas mercredi. Bon, voilà, c'est pas hypocrite. Il nous faut bien un jour de départ, à la rigueur, qu'on se mette d'accord là-dessus. Mais c'est pas ça, mais t'as pas compris ce que je veux dire. C'est que le CFCM que vous ne reconnaissez pas en grande majorité. On est d'accord là-dessus jusque-là. Non, c'est pas de pas le reconnaître. Il est pas représentatif. Il est pas représentatif. Pas représentatif sur un plan politique, j'entends bien. Pas sur un plan de la pratique. Non, mais il a jamais eu comme fonction d'être représentatif sur un plan politique. Si, Conseil français du culte musulman, il conseille le culte musulman, la mesure où il parle pas de culte. Il est en charge du strict organisation du religieux en France. Oui, pas des mosquées en particulier. Oui, mais le religieux c'est quoi? Quand on attaque des musulmans, c'est le religieux, c'est pas le pape qu'on attaque. Donc quand on attaque des musulmans, il devrait prendre une position. Quoi qu'il en soit, Gamal, je suis désolé, le CFCM, on se sent pas représenté, on ne le reconnaît pas, etc. D'accord. Moi, je veux bien, j'entends. Mais alors pourquoi vous le suivez tous quand il vous dit que c'est demain le Ramadan? Parce que pour une fois, il y a une légitimité. Non, excuse-moi, il y a un jour sur deux. Il nous dit c'est simple, c'est soit le lundi, soit le mardi. Bon, le CFCM. Non, mais quelle légitimité il a? On va pas non plus bizarrement faire jeûner le lundi pour aller contre le CFCM. Non, mais la légitimité sur le plan de la pratique religieuse, ça se discute pas chez eux. Ils sont musulmans. La question n'est pas là. La légitimité sur le plan de la posture politique pour défendre les musulmans, elle n'existe pas. D'abord parce que ils sont pas élus, et d'une, et deux parce qu'ils ne disent jamais rien. Parce que quand on parle par exemple des repas halal ou alors des femmes voilées ou tout un tas de trucs comme ça, on les entend jamais. Donc moi, c'est facile de dire, on va décréter le début du Ramadan. Tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais par contre, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur le fait qu'il faille défendre une femme qu'on a virée de l'école. Là, il y a un problème. Et là, ils prennent pas position. Moi, je pense que sur un plan, et la politique. C'est peut-être pas leur mission. Si, c'est leur mission. On posera la question au président du CFCM lorsqu'il viendra. Si tu me permets, alors on pourrait leur dire, ce n'est pas leur mission. Si vous permettez, les amis, on pourrait leur dire aussi dans ce cas de ne pas se prononcer lorsque les élections présidentielles ont lieu et que le CFCM invite les musulmans à aller voter ou à droite ou à gauche. C'est ce qu'ils ont fait. Et moi, c'est pour ça, et je vais terminer là-dessus, je me suis rendu au CFCM, j'ai rencontré M. David Boubaker, ils m'ont reçu avec une amie Zoubida, une femme qui m'a accompagné, et nous leur avons demandé instamment, s'il vous plaît, de ne plus parler au nom de l'ensemble des musulmans, mais bien de leur association ou des adhérents qu'ils ont au sein de leur association, mais non plus au nom des musulmans. Ça a été fait il y a 4-5 ans, je me souviens, et voilà, on était... Merci Kamel. Merci. Ciao. Merci. Qu'est-ce que tu voulais dire, Midi? D'accord, très bien. Tu dis donc qu'il a une fonction cultuelle. Admettons, je veux bien. Absolument. Quelle est la position du CFCM sur les nouvelles lois sur la bioéthique? Quelle est la position du CFCM sur la murabaha, la finance islamique? Quelle est la position du CFCM sur le fait que des Français puissent s'engager ou non dans telle ou telle armée? Quelle est la position du CFCM? Et on pourrait en faire beaucoup. Que font-ils religieusement? Quel est leur influx au niveau des mosquées, que ce soit à Paris ou à Lyon ou à Marseille? Quel est le relais qu'ils peuvent avoir? Donnent-ils des grandes lignes, voilà, qui pourraient être, après tout, pourquoi pas? Moi, je suis contre les clergés en islam, il n'y a pas de raison d'en avoir, mais ils pourraient donner des grandes lignes, voilà, des grands mots pour dire, écoutez, il faut plutôt aller dans cette direction. On les entend jamais sur ces sujets parce qu'ils se cachent, tout simplement. Dès qu'un sujet est un peu brûlant, le CMCM fait l'autruche. Il y a aussi un autre problème qui se pose. Dernière chose. Je vais rentrer dedans sérieusement. Moussaoui, il est né à Figuig au Maroc. On a toujours une alternance de types qui sont pas nés en France. Parce qu'apparemment, il y a que des Mongols en France pour faire le religieux. Donc, ils nous prennent des types qui sont nés à l'étranger, non français, pour expliquer le culte musulman français. Donc, il faut être très clair. Le jour où nous placerons quelqu'un qui est né d'ici, du cheptel local, et qui connaît les vraies problématiques depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui ici, ça deviendra intéressant en termes de représentativité d'entendre quelqu'un qui nous ressemble. Parce que qu'il soit né en Algérie, Maroc, Tunisie ou en Turquie, il y a un problème qui se pose en termes de représentativité. La Tunisie n'est pas concernée. Oui, par la plaque tournante. Oui, parce qu'ils sont pas très nombreux. Mais plus sérieusement, non. Le truc, c'est très clair. Les Comoriens, ils sont nombreux et pourtant ils sont pas représentés. Oui, non, ils sont pas nombreux, les Comoriens. Ils sont à Marseille. Mais il faut être très clair. Les Tunisiens sont au moins aussi nombreux que les Turcs en France, hein. Au moins aussi nombreux. Oui, au moins aussi nombreux. Mais ils sont pas nombreux dans les mosquées. Oh, pas sûr.
Je pense que c'était plus non, mais ça, c'est surtout par rapport à. Je pense que c'était plus par rapport à un héritage Ben Ali qu'autre chose. Voilà, il y avait des volontés ou pas d'interférer, voilà, dans les questions religieuses en France. Bon, en tout cas, vous en serez, messieurs, quand le nouveau président qui a accepté au micro de Tariq Mami de venir répondre sans filtre à nos questions. Avec plaisir. Donc voilà, on fera le point avec lui, avec Monsieur Moussaoui, et pour le connaître un petit peu, pour l'avoir eu une fois ici à la radio. Franchement, il répond, il fait ce qu'il peut, quoi. Ah bah, voilà. j'ai envie d'entendre sur les questions alors fondamentales. Ouais. Quand on lui demandé quelle sera votre action concrète là et là, on verra ce qu'il va dire. Voilà. Et si c'est une posture de principe et qu'il la tient, tant mieux. S'il la tient pas, ce sera juste une belle représentation. Et puis, lorsqu'on est président du CFCM, c'est aussi très facile d'avoir un certain discours sur France Maghreb 2. Moi, j'attends de lui qu'il ait un discours également assez ferme et clair. C'est pas facile de répondre aux questions de Christophe Roux, des chroniqueurs de Jeff. C'est pas facile, mon Mehdi, de répondre à mes questions et aux questions des chroniqueurs, je t'assure. Hein. Non, mais disons qu'au niveau des auditeurs, il sait que forcément, il est un peu, il est dans la famille, on va dire, grosso modo. Bon. Mais il peut se permettre de répondre. Dans la famille, justement, vous y êtes sur France Maghreb 2. Allez, encore 1-2 minutes pour envoyer votre SMS pour parier. J'ai pour vous un hijab. Alors, c'est vrai, il a raison, Kamel. J'ai plusieurs tailles, S, L, M, XL, à vous offrir. Vous envoyez votre SMS, vous tapez FM2, un espace, prénom, ville, numéro de téléphone au 7 20 18. Et vous aurez la primeur de choisir en premier votre cheval gagnant. Et puis, il y a une autre possibilité. Hein, vous pouvez aussi donc faire le choix qui vous sera quelque peu imposé, puisque voilà, vous nous appelez maintenant au 08 92 23 99 50. Ainsi, vous allez parier sur le gagnant du quiz. Et pour vous, offert par la marque Sindid, une marque de vêtements islamiques modernes et urbains, un hijab de votre taille à vous offrir. Il est de couleur noire, il est très beau. Il va arriver bientôt chez vous à la maison. À tout de suite, c'est le quiz, c'est dans un instant. France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous et en direct. Gamal Abina et Mehdi Chebaiki. Et vous êtes inscrit par SMS. Vous avez envoyé quelques messages aujourd'hui pour ce hijab offert par la marque Sindid. Hijab de couleur noire. Et il est très beau. Il y a plusieurs tailles disponibles. Donc voilà. Alors il y a Yamina qui a été sélectionnée, qui nous a envoyé un SMS depuis Dijon. Le numéro de téléphone est 07 82 55 pour les premiers numéros de téléphone. Et Yamina a parié, attention, sur Mehdi Chebaiki. Excellent choix. Excellent choix, je ne sais pas. On verra si Yamina, qui doit être à l'écoute de sa radio, évidemment, sera récompensée par un hijab qu'elle recevra à la maison de la taille de son choix. Encore une fois, j'apprends qu'il y a des tailles pour les hijabs, je ne savais pas. Bon, alors on y va, messieurs, c'est donc parti pour le quiz. Mehdi Chebaiki à ma droite, Gamal Amina à ma gauche. 1m90 les bras levés pour Gamal. 1m70 au développé couché pour Mehdi Chebaiki. Il est balèze. Attention, mes questions ont tout un rapport avec l'actualité. Ça va jouer peut-être à la rapidité, messieurs. Première question. Qu'est-ce qui a été envisagé par les professionnels de l'immobilier? Réponse. C'était la question? Oui, c'est la question. Le fait que les terres n'appartiennent pas à l'acheteur? Non, du tout. Non, du tout. Un fichier de payeur. Fichier de mauvais payeur est une bonne réponse. Ouais. Ah, c'est une horreur. Deuxième question. Quel ministre français se rendra en Algérie demain? Le Drian. Il l'a dit avant, le Gamal. Le ministre français des Affaires étrangères se rendra demain en Algérie, effectivement. Il sera suivi par Erdogan les 26 et 27 janvier prochains. À croire que la crise en Libye se règle et passe par Alger. 2-0. Yamina, le hijab, ça va être pour Gamal. La première question a compté. Oui, elle a compté, bien sûr. Lorsque t'as dit un fichier... un fichier, oui, j'ai un peu de un fichier. Après, il fallait dire quoi comme fichier? Il l'a dit, de mauvais payeurs. Okay. Voilà. Non, je pensais que c'était terminé, c'est pour ça que j'ai... Non. Ah, fallait. Mehdi Chebaiki. Quel est le réalisateur du film Qu'un sang impur, qui sort mercredi? Rafi. Ah, il l'a bien dit. Oui. Abdelraouf Dafri, qui sera notre invité exceptionnel demain dans le LGF. Absolument. Un film que j'ai pu voir en avant-première sur la guerre d'Algérie. Il a pris la période culminante de violence en 1960. Le film Qu'un sang impur sort mercredi et Abdelraouf Dafri sera demain dans le LGF. 2-1.
Quelle brasserie parisienne a été incendiée dans la nuit de vendredi à samedi? Fouquet? Non. Ah non, c'est... comment ça? C'est pas les de Mago, c'est... Petit indice, Macron a fêté sa victoire. Oui. Je suis pas parisien, moi. Macron a fêté sa victoire là-bas. Ah, je suis galérien. C'est... ça... Castel? Non. On en a parlé partout tout le week-end, les gars. Non, c'est chaud quand même. Oh là là. Ça a été incendié. Attends, ça y est. Apparemment criminel, ça va être fermé d'ailleurs pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est pas Café de Flore, c'est sûr. Non. Macron a fêté sa victoire là-bas. Je me rappelle très bien. Ça avait sorti l'esprit, je me rappelle plus. Bon. Eh bien, vous donnez votre langue au chat? Totalement. La rotonde. La rotonde. 5e question. Selon un sondage IFOP fiducial pour le journal du dimanche, publié dans le journal du dimanche et pour Sud Radio également, quel candidat ou candidate a grillé la 2e place à Griveaux pour les municipales à Paris? Dati. Bien joué. Est une bonne réponse. J'ai pas eu le temps, il est bon là, ce coup-là. Oui, Dati est une bonne réponse. Ça se voit les dernières, là. Alors, Dati, 19%. Arriverait donc 25% pour Hidalgo, 19% pour Dati, 16% pour Griveaux, talonné de très près par le candidat des Verts. Bon, voilà. Dernière question, messieurs, pour vous départager. Mehdi Chebaiki, 2. Gamal Abina, 2. Dans quel pays maghrébin se trouve le plus vieux olivier? L'Algérie. Tunisie. La Tunisie. Magnifique. Voilà, 1500 ans. À Gabès, exactement. Excellent. Bravo mon Mehdi. Bravo. Il a gagné haut la main. Je suis tombé coup de bol parce que je suis tombé ce matin sur cette info excellent. en lisant un petit journal. Oui, un petit journal ou un petit groupe WhatsApp. Ça prouve au moins une chose. Peut-être. Non, c'était dans le journal que je l'ai vu en Ah bon, d'accord. Ça prouve une chose, c'est qu'il est informé. Et le plus vieil arbre, le plus vieil olivier se situe en Sardaigne avec 3000 ans. Ah ouais. Ouais. Donc en Tunisie effectivement qui abrite le plus vieil olivier, voilà, 1500 ans. Ouais, et il paraît qu'il produit toujours des fruits, hein. Quel bel âge. Rendez-vous compte. Eh bien Yamina, alors s'il produit des fruits, c'est qu'il est toujours pas en retraite lui. Eh bah oui, c'est ça. Yamina de Dijon va recevoir son hijab de couleur noire, de taille, je ne sais pas. Non, c'est pas Yamina, t'es trompé. Si, c'est Yamina. C'est qui? C'est une autre, c'est quelqu'un d'autre, c'est trompé de nom. Ah, Zoubida. Zoubida, pas Yamina. C'est Zoubida, d'accord. Zoubida, où de l'a envoyé? Et d'où? On sait pas? D'accord. Bah Zoubida, bravo, tu recevras ton hijab de couleur noire, tu choisiras la taille, on l'appellera évidemment pour qu'elle puisse nous donner. Okay. Quoi? Fares Zoubida apparemment. Fares Zoubida. Eh bien voilà, Fares Zoubida qui a gagné. Je pensais que c'était Yamina. Bon, je me suis planté. En tout cas, bravo. De Créteil. Elle avait bien parié Mehdi, j'espère, hein? Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Oui, donc c'est gagné. Ouais. Mehdi Chebaiki, bravo. Félicitations, Yamina. Pour ce premier quiz remporté. Je pense que d'ici la fin de saison du LGF, il va y avoir un classement qui va être complètement chamboulé. Un petit peu différent. Un petit peu différent. Demain, émission spéciale avec donc Abdelraouf Dafri, le réalisateur, en tant que premier, il réalise son premier film, hein, parce qu'on l'a connu en tant que scénariste. D'ailleurs, il a eu un César avec Prophète d'Audiard en 2010. Il a scénarisé Braco et pas mal de choses. Sacré personnage. Oui, demain, haut en couleur. Demain, dans le LGF, donc Abdelraouf Dafri, à la veille de la sortie de son film sur la guerre d'Algérie. 15 sang impur, messieurs. Bonne semaine, bonne soirée à vous et encore bravo Mehdi. Merci et à bientôt mon Mehdi. Merci à toi Christophe, merci à Gamal, merci à tous nos auditeurs et à bientôt. Dans un instant, Medjahed pour la suite sur France Maghreb 2. Il est 18h01. Le point sur l'actualité de ce lundi soir avec la rédaction tout de suite. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans votre journal avec au sommaire ce soir les Pyrénées-Orientales qui retiennent leur souffle avant l'arrivée de Gloria. La tempête doit frapper ce soir le département placé en alerte orange. Plusieurs lycées bloqués lors du premier jour des épreuves de contrôle continu. C'est l'une des nouveautés mises en place par la réforme du bac, une réforme dénoncée par les enseignants, vous l'entendrez. Et puis l'opération séduction d'Emmanuel Macron, il reçoit aujourd'hui 200 patrons au sommet Choose France à Versailles.
Les Pyrénées-Orientales en alerte face à la tempête Gloria qui va toucher le département dès ce soir. 3 à 4 mois de pluie sont attendus dans les 3 prochains jours. Résultat, le département a été placé en alerte orange, neige, verglas, pluie et inondation. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour les prochaines heures? Réponse avec Cyril Duchesne, prévisionniste pour la chaîne Météo. Les fortes précipitations vont se mettre en place dans la soirée et la nuit, avec des chutes de neige importantes à partir de 400 ou 500 mètres d'altitude seulement. Donc il s'agira de pluie évidemment sur la plaine littorale, la région de Perpignan, et puis dès qu'on sera dans l'intérieur sur les reliefs, des 500 mètres, là les chutes de neige abondantes vont se mettre en place. On attend 10 à 20 cm dans la nuit vers 500-600 mètres d'altitude, et puis des quantités qui seront plus importantes au-delà de 1000 à 1500 mètres d'altitude. Là il s'agira vraiment d'une tempête de neige avec à la fois du vent et puis des quantités importantes. Elle pourrait tomber d'ici demain matin une 50aine de centimètres pour ces zones d'altitude. Cyril Duchesne, prévisionniste pour la chaîne Météo. L'actualité ce soir, c'est aussi cette nouvelle intrusion au siège de la CFDT, la deuxième en 3 jours. Elle a cette fois été revendiquée par la CGT Énergie. Une quinzaine de personnes cagoulées ont en effet coupé l'électricité pendant quelques minutes pour protester contre la réforme des retraites et dénoncer la position de la CFDT qui n'appelle plus à la mobilisation contre le texte. En attendant, sur les rails, trafic quasi normal aujourd'hui sur l'ensemble du réseau SNCF. La compagnie ferroviaire va d'ailleurs faire un geste en direction de ses clients après plus d'1 mois de perturbations. 5 millions de billets TGV seront mis en vente dès jeudi à moins de 35 €. C'est l'une des conséquences de la réforme du bac. Les élèves de première passent désormais des épreuves de contrôle continu dès le mois de janvier. Épreuves qui ont commencé ce matin. Une réforme qui provoque la colère des enseignants. Certains ont même bloqué plusieurs établissements comme à Paris, Bordeaux et La Rochelle. Concrètement, qu'est-ce qui ne va pas pour les enseignants dans cette réforme? Réponse avec Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU. Très clairement, nous n'avons pas eu le temps de préparer nos élèves correctement à ces nouvelles épreuves de bac. D'abord parce que nous avons eu très peu d'informations à la rentrée et qu'ensuite les informations sont arrivées au compte-gouttes. Et ensuite, il ne nous semble pas raisonnable que les élèves de première passent des épreuves dès le mois de février alors qu'ils ont déjà dû encaisser tout un premier trimestre de première qui était particulièrement lourd. Donc tout ça donne un cocktail assez explosif et d'ailleurs on le voit, nos élèves sont particulièrement stressés cette année. En quoi la mobilisation pourrait continuer dans les prochains jours. Des propos recueillis par Boris Karlamov. Le policier filmé en train de frapper un manifestant immobilisé au sol à Paris samedi dernier va porter plainte contre ces derniers pour violence volontaire. Selon les forces de l'ordre, le jeune homme interpellé aurait lancé plusieurs bouteilles en verre sur les CRS et empêché une autre interpellation. Après la fin de sa garde à vue, le suspect a été déféré au parquet. Le coup d'envoi a été donné cet après-midi à Versailles. Le sommet Choose France s'est ouvert avec plus de 200 chefs d'entreprise venus du monde entier et invités par Emmanuel Macron. L'Elysée prévoit 4 milliards d'euros d'investissement de la part des grands groupes, notamment le géant pharmaceutique AstraZeneca. Il doit mettre sur la table 500 millions d'euros, dont la moitié sur son site de Dunkerque, où le chef de l'État s'est rendu ce matin. Il en a profité pour revenir sur la politique mise en place depuis le début du quinquennat en matière d'attractivité de la France. Écoutez. Ce qui a été fait depuis 2 ans et demi, baisser le coût du capital. Ça veut dire quoi? Baisser ce que ça coûte d'investir dans le pays. Et donc, moins taxer l'argent qu'on investit dans nos entreprises. Ça a un impact. L'investissement repart. Pendant 12 années, on avait détruit de l'emploi industriel. Depuis 8 mois, on en recrée. Je veux bien qu'on nous farcisse la tête de mauvaises nouvelles. On a l'impression que tout exploserait. C'est pas vrai quand je regarde les chiffres du pays. Emmanuel Macron à Dunkerque ce matin, quelques heures avant l'ouverture du 3e sommet Choose France à Versailles, à la veille du forum économique de Davos. On termine avec le tennis à l'Open d'Australie. Novak Djokovic qualifié pour le second tour. Le tenant du titre a eu besoin de 4-7 pour venir à bout de l'Allemand Jan-Lennart Struff. Ça passe aussi pour Federer et le Grec Tsitsipas. Chez les dames, premier tour tranquille pour Serena Williams. C'est déjà fini en revanche pour sa sœur Vénus. Enfin, à noter que les matchs en extérieur ont été annulés aujourd'hui à cause de la pluie. Conséquence, les premiers tours des Français, dont Caroline Garcia et Benoît Paire, ont été reportés à demain. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.